Bien le bonjour à vous, chers auditeurs, dans la seconde partie de l'épisode 30, l'épisode du deuxième anniversaire même de la Perche Sanguine. Comme d'habitude, je vous parlerai d'une petite tripotée de films sortis cette dernière semaine, tout seul, des films qui m'ont intéressé, des films qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous faire jouir peut-être, esthétiquement parlant, je ne sais pas. On va voir ça avec les différentes sorties de ces dernières semaines. Comme d'habitude, on commence par le planning avec 8 films donc. Tout d'abord, je parlerai du Lion d'Or de la dernière Mostra de Venise, petite sensation des cérémonies de récompenses, Oscar Golden Globes, nouveau film d'un metteur en scène très coté, à savoir le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature. Ensuite, on ira du côté de la France, mesdames et messieurs, avec le nouveau film déjà du petit prodige du cinéma français Cédric Kahn avec Making of. Ensuite, je vous parlerai d'une petite sortie passé par la quinzaine des cinéastes cette année à Cannes avec La Grâce. Puis on ira du côté de chez A24 pour leur nouveau petit bijou, qui sait peut-être, à savoir Iron Claw avec notamment Zac Efron. On repartira du côté de la France, plutôt même de la Belgique, avec le nouveau film du petit génie Joachim Lafosse avec Un silence. Ensuite on retourne encore du côté des États-Unis pour le nouveau film de Todd Haynes, May December. Et enfin on repassera encore par la France avec le nouveau film d'Yvan Attal, Un coup de dé. Et enfin, en avant-première, je vous parlerai du nouveau film d'Agnieszka Holland, Green Border, passé à la Mostra de Venise et qui a remporté, je crois, le prix spécial du jury, une sorte de mention honorable pour ce film choc, ce film coup de poing dont je me languis de vous parler. Bref, on commence avec le premier que j'ai cité comme d'habitude, à savoir Pauvre créature, et en parlant de pauvre créature, bonne annonce. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Oh. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Nouveau film de Yorgos Lanthimos, metteur en scène grec qui s'est peu à peu tourné vers le cinéma hollywoodien avec quelques gros et grands films comme The Lobster, Mise à mort du cerf sacré ou encore La Favorite. On le connaît aussi pour Cadine, il revient cette fois-ci avec ce Poor Things et ramène dans sa besace Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe, Rami Youssef ou encore Suzy Bemba qu'on a découvert notamment dans Candice ou Le Retour et surtout en petit casting, enfin en petit caméo, Margaret Qualley et Damien Bonnard, voilà. Que dire sur Paul Things qui a gagné le Lion d'Or à Venise cette année. Alors la dernière fois que je vous avais parlé d'un Lion d'Or, c'était pour toute la beauté et le sang versé. C'était un film qui m'avait extrêmement touché, qui m'avait dévasté. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Oui et non. Je pense que Pauvre créature se place un peu dans le sillage de Babylone l'année dernière, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais dont je me demande encore si je vais vraiment le retenir pour ses qualités hautement esthétiques que plus, alors pas forcément, c'est je pense un mot un peu vilain, le fun que j'ai pu avoir devant ce film, parce que c'est un film extrêmement jouissif en fait. C'est un film qui dure 2h30, 2h20, et dont on ne sent vraiment pas le temps passer, qui nous embarque dans son aventure complètement délurée, jouissive, hors des normes. Non, c'est un film dont je pense beaucoup vont se languir de critiques et franchement, je comprends parce que Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur qui divise. C'est un metteur en scène que beaucoup trouvent assez insupportable dans ses tics de mise en scène, ou justement ses tics visuels, là, plus que de mise en scène, hein, parce qu'il serait pour certains, je pense, déjà une insulte en lui-même. Avec notamment l'utilisation du fisheye qui a jamais vraiment beaucoup de sens, si ce n'est la pure expérimentation visuelle. L'utilisation même par rapport aux dialogues qui sont toujours très froids, entre quelque chose d'extrêmement directif avec des personnages qui disent ce qu'ils pensent de manière assez froide, et notamment avec le personnage de William Dafoe qui est une sorte de docteur Frankenstein totalement
ouais, extrêmement chirurgical en fait, qui semble totalement dénué d'émotion. Et au contraire de Bella qui elle regorge d'émotion, regorge de vie, regorge d'envie surtout. Bref, c'est un film qui peut irriter. Et moi personnellement, il m'a beaucoup charmé. Je suis assez tombé amoureux de ce Poor Things, qui est pour moi une proposition de cinéma vraiment anarchique, à la fois dans le fond et la forme, qui est un film très ambitieux, totalement démesuré, autant visuellement que narrativement, et dont je déplore quand même quelques tics de mise en scène. Encore une fois, je trouve que, en fait, au-delà du fait qu'on puisse aimer ou ne pas aimer les visuels que propose Yorgos Lanthimos, utilise énormément, notamment la question du numérique sur à la fois sa photographie, notamment quand ils sont, il me semble que c'est au Portugal, avec cette photo extrêmement jaunâtre, très ouais, qui là, bon, je vous avais parlé notamment de Napoléon ou Soix, où là, la photo, on a l'impression qu'on avait gratté du parmesan sur la caméra. Là, bon, c'est limite, ils ont foutu des gélatines dessus en se disant, bon, pourquoi pas. Le bateau aussi qui est très lisse, enfin voilà, c'est le genre de choses qui peuvent vraiment sortir du film. Moi personnellement, je trouve que ça donne à voir une bizarrerie globale qui personnellement me plaît beaucoup. Et au contraire, moi, ce que j'aime pas forcément trop, bah, c'est encore une fois ces plans fisheye, ces scènes qui en fait me sortent vraiment du film parce que j'ai l'impression que ça sort de nulle part. Et là où tout a une sorte, on va dire, oui, de synthèse un peu dans la bizarrerie où tout fait un petit peu sens, là pour le coup, j'ai l'impression que à part être bizarre pour être bizarre, bah, ça ne sert pas à grand chose, ça ne me procure pas plus de rire, plus de circonspection, juste ça me sort un peu du film et je trouve ça dommage. Bah, c'est une manière aussi de dire que même si techniquement le film est assez grand public, voire hollywoodien, c'est un film voilà, assez simple à comprendre, c'est pas un film qui va être comme The Lobster notamment, est extrêmement je pense antipathique. Au contraire, c'est un film je pense qui, ne serait-ce que pour son caractère de comédie, va en séduire beaucoup. Par contre, je pense que c'est un film qui ose toutes les folies et qui arrive à jouer avec les bonnes mœurs. Et quand on disait pour certains que c'était un peu le Barbie mais en bien, et ben je le pense aussi, et pas forcément juste parce que c'est un film qui va parler d'émancipation féminine. Je pense que vous l'aurez compris avec mon résumé. Mais c'est aussi parce que c'est un film qui va tout simplement avoir plus ou moins la même logique que Barbie. C'est un personnage qui est enfermé dans son petit monde. Tous les 30 premières minutes sont en noir et blanc dans ce grand manoir. Avec cette Bella qui découvre peu à peu le monde, qui découvre son corps aussi, hein, je vais en parler de ça. Et petit à petit, du coup, elle va rencontrer le personnage de Mark Ruffalo, et là on va passer en couleur, comme si elle découvrait le monde. Et d'ailleurs, je pense que la partie noir et blanc, c'est en référence au fait que quand on est bébé, bah, on voit le monde en noir et blanc, ou du moins avec peu de nuances de couleurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait été conscientisé par Yorgos Lanthimos, mais personnellement ça m'y a fait penser. Parenthèse refermée donc. Et au-delà de ça, bah, en fait, le film, plutôt que de juste nous mettre une énième romance, une énième émancipation féminine, une énième histoire voilà, mince. Sur la féminité, la sororité, qui va être beaucoup développée notamment dans la partie sur Paris, bah, en fait, c'est un film qui va jouer avec les mœurs. Voilà, c'est un film qui, je pense, est de son temps. Mais là où Barbie c'était un film de son temps, mais qui utilisait de manière un petit peu capitaliste, ou même voilà, vraiment pas forcément, je pense, entièrement sincère. Ici, c'est pour créer quelque chose d'assez dérangeant, au même temps assez décomplexé, qui n'hésite pas à vraiment jouer avec, encore une fois, le spectateur en fait. Et ça passe notamment par son érotisme, parce que je pense qu'on peut le dire, Pauvre créature, c'est un film érotique. Et beaucoup ont déploré ou ont mis en avant le fait que c'était un film dérangeant, un film où on voyait beaucoup Emma Stone toute nue faire la chose. Mais en fait, oui, évidemment que ça peut déranger, je pense que ceux qui n'étaient pas prévenus ont dû être décontenancés par ça. Mais au bout d'un moment, le film est érotique. C'est un film qui transpire le sexe de tous les pores. C'est un film qui est rempli de scènes extrêmement graphiques à ce niveau. Plus encore, je pense, que Blonde, qui était pourtant NC-17, pour ceux qui se souviennent. Après, bon, Blonde, c'est plus dérangeant. Là, pour le coup, c'est vraiment des scènes d'amour, mais d'amour, voilà, bon, filmé de manière assez crue quand même. Et c'est pas touche pipi, voilà, c'est un film complètement décomplexé qui n'hésite pas, qui juste ouais, fonce
un peu comme son héroïne, qui épouse un peu, encore une fois, la folie, ou du moins l'énergie complètement anarchique de son héroïne. Et anarchie, c'est un peu le mot, parce que c'est un film qui va de plus en plus, comment dire, se fixer des règles. Au début, encore une fois, avec ce personnage j'allais dire de Mark Ruffalo, non, le personnage, j'ai oublié son nom, de William Dafoe, voilà, donc le docteur Godwin, qui essaye de protéger Bella, voilà, qui essaye d'à la fois en faire un petit peu sa chose, mais en même temps de lui laisser une certaine liberté, d'en faire un peu la fille qui ne peut jamais avoir. Vous comprendrez pourquoi, c'est très très drôle d'ailleurs, hein. Bon, c'est... Mais c'est pas quelqu'un de méchant, j'avais peur justement qu'on ait ce personnage un peu archétypal du vieux patriarcat, voilà, qui enferme la femme, alors que là c'est pour le coup quelque chose de beaucoup plus... alors c'est pas un personnage tout blanc ou tout noir, c'est juste un personnage qui a vu sa vie gâchée par son père, qui est complètement dans une sorte d'errance un peu scientifique, voilà, qui est froid, c'est un personnage qui essaye un petit peu de compatir avec son enfant, mais qui n'y arrive pas et qui la laisse s'échapper, mine de rien. Et à côté de ça, au contraire, Mark Ruffalo, c'est un personnage juste pathétique, c'est un personnage qui essaie de soutirer un petit peu tous les bénéfices qu'il peut voir de Bella, notamment sur son caractère de beauté, voilà, de sexe, et qui va finir par s'en mordre crûment les doigts. Et en ça, du coup, le film a réussi à être à la fois émouvant pour le personnage de William Dafoe, parce que c'est un personnage sincère en fait, malgré son côté un peu ambigu. En ça, je trouve qu'il est assez émouvant. Et en même temps, pour le personnage de Mark Ruffalo, ça apporte beaucoup de rire, et c'est de là que vient une partie du côté comique du film, en dehors de tout l'aspect un peu plus chirurgical, scientifique, qui, de par son côté froid, apporte quand même quelque chose d'assez drôle. Et là où le film commence à partir de plus dans l'anarchie, c'est que justement, Bella, elle va détruire les règles qu'on lui a imposées, elle va sortir de toutes les conventions de son époque, parce que c'est un film qui se passe pas vraiment à une époque définie, mais je pense que c'est un film qui se placerait plus dans un mouvement steampunk, c'est-à-dire le passé le futur imaginé par les gens du passé, donc par exemple Jules Verne, ou dans les œuvres cinématographiques récentes, on avait Avril et le monde truqué, par exemple. Voilà, je pense qu'il se place un peu plus dans ce contexte-là, et du coup, évidemment, il fait appel surtout par rapport à son contexte social, à la bourgeoisie, à l'aristocratie de l'époque, avec ses mœurs et ses règles un petit peu, pour pas dire même un petit peu, mais totalement contraignantes. Et le film va totalement annihiler ça, va être encore une fois complètement anarchique à ce niveau, va pas hésiter à tordre ses règles, à les prendre sous son joug, à les mettre en comparaison avec le féminisme d'aujourd'hui, avec voilà, l'émancipation des femmes actuelles. Et ça s'écrit notamment avec, alors à la fois c'est parti sur Paris, que je vais pas spoiler, mais qui est un petit peu peut-être le point négatif du film, parce que le film est assez redondant, mine de rien, dans son aspect road trip, où le personnage de Bella va pas arrêter de passer d'une ville à une autre, d'un voyage à une autre, sans pour autant, on va dire, son objectif, son but soit réellement compréhensible, ou du moins soit réellement quantifiable. Et à côté de ça, personnellement, je trouve que quand même, thématiquement parlant, le film reste intéressant, reste plutôt alerte. C'est pas juste, on va dire, quelque chose qui a été écrit par Yorgos Lanthimos parce que ça le faisait rire, parce que ça l'intéressait. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant, en fait, mais juste intéressant. Et vous savez, moi, je trouve que les films intéressants, j'en pense pas grand-chose, en fait. Si ce n'est pas grand-chose. Là, c'est juste un peu plus radé que le reste, mais ça reste purement jouissif. Et ensuite, du coup, il y a une autre partie que je vais pas spoiler, où on revient dans le manoir, et où le personnage de Bella va être confronté à un personnage qui jusque-là n'était pas apparu. Et je trouve que la confrontation est extrêmement intéressante, parce que justement, ça crée un climax scénaristique où Bella va devoir choisir entre se ranger, ou alors partir dans son côté un peu plus anarchique, complètement folle. Voilà, oser être une femme libre. Et la toute dernière image du film, ou du moins la toute dernière scène du film, je la trouve extrêmement équivoque à ce niveau. Voilà, c'est vraiment une sorte d'éloge du n'importe quoi, de l'anarchisme. Et ouais, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est vraiment le genre de geste, surtout dans le cinéma vraiment hollywoodien, parce que comme j'ai dit, c'est un film extrêmement grand public, c'est un film qui a coûté plutôt cher, qui peut d'une manière ou d'une autre donner envie, ne serait-ce que par son casting, à des spectateurs assez grand public. Et pourtant, le metteur en scène, comme j'ai dit, il joue vraiment avec les codes, il joue vraiment avec les mœurs, il réussit vraiment à mettre son spectateur dans une mince
dans une position d'inconfort un petit peu, mine de rien. C'est pas un film, parce que c'est un film, comme je l'ai dit, bizarre, qui n'est pas forcément que dans le bien-être, ne serait-ce que par des scènes assez violentes notamment, et chirurgicales, comme je l'ai dit. Bon, bah, les deux personnages de Mark Ruffalo, non, de William Dafoe et de Rami Youssef sont chirurgiens, et au-delà des scènes plus ou moins gore avec ce rapport-là, et des propos qu'ils peuvent tenir, qui sont encore une fois très froids, très chirurgicaux, au final le film est plutôt violent et plutôt assez, ouais, parfois assez graphique. Et en plus de ça, comme j'ai dit, les scènes de sexe sont, ça je trouve, assez jouissives dans leur mise en scène, avec ce côté vraiment pas anarchique dans le sens plus politique, mais là vraiment anarchique dans le sens esthétique, où ça va dans tous les sens. Le montage est ultra découpé, c'est rapide, efficace et nerveux. Et c'est notamment aidé par la superbe composition originale. J'ai oublié le nom du compositeur, mais ça va me revenir dans pas longtemps. Il s'agit de Jerskin Fendrix, qui offre une composition vraiment, pareil, très bizarroïde, avec des accords dissonants, des cordes plus ou moins fausses, mais qui finissent par devenir en fait totalement mélodiques. Et non, ça me plaît beaucoup avec cette symphonie, pareil, que vous avez dû entendre du coup dans la bande-annonce, qui vraiment, moi, me plaît beaucoup, qui a quelque chose de plus orchestral, de plus épique, finalement, à cette histoire finalement assez intime, mine de rien. Et j'aime bien, voilà, vraiment, j'aime beaucoup Poor Things, dans tout ce qu'il a de crasseux, dans le sexe, dans la violence, ou au contraire de plus libérateur, de plus jouissif dans son aspect comique. Et, et puis, dernier point, moi, qui me plaît beaucoup, alors au-delà du scénario qui, je trouve, perd pas mal en vitesse dans son aspect voyage, les quelques reproches visuels que j'aurais au film, qui pour moi est parfois un peu trop gratuit. Alors j'aime bien la gratuité au cinéma, mais là ça a tendance à me sortir du film. Et encore une fois, de quelques petites tics, moi, qui me dérangent un petit peu, je voudrais vraiment mettre en avant les performances générales. Et en particulier, déjà, pour le casting masculin, parce que on a des personnages assez caricaturaux, mine de rien, et qui réussit à jouer avec cette caricature, qui réussit à y trouver quelque chose de drôle. De toute façon, encore une fois, la froideur de William Dafoe, qui a toujours joué ses personnages, notamment chez Cronenberg, voilà, extrêmement mathématiques, scientifiques, qui font peur, mine de rien, un petit peu. Et là, il réussit à sortir quelque chose de plus tendre. Notamment, j'aime bien le passage. Au tout début, il va raconter à Rami Youssef, qui lui aussi joue vraiment bien, et qui est pour le coup un peu plus empathique, voilà, beaucoup plus amoureux. C'est un passage plus romantique, en fait. Et il va raconter à ce personnage comment est-ce qu'il a rencontré Bella, du moins le corps de Bella, et qu'est-ce qu'il en a fait. Et c'est à la fois, on a à la fois ce tic de scientifique, de tout raconter de manière extrêmement plausible, premier degré. Et à côté de ça, en fait, le côté, évidemment, un peu horrifique, un peu absurde, de se dire, mais attends, il a vraiment foutu le cerveau. Est-ce que c'est vraiment à ça qu'il a pensé en premier ? Ah, je vois un corps de femme, je vais mettre le cerveau de son bébé à naître dans son cerveau. Ça n'a aucun sens. Mais il le dit avec beaucoup d'émotion, en fait. On sent que ça lui tenait à cœur. On sent qu'en fait, j'arrive à avoir de l'empathie pour ce personnage. Et en parlant d'empathie, j'en ai beaucoup pour Mark Ruffalo, qui est juste pathétique, qui est qui est à la fois extrêmement, je pense, peu sincère dans ce rapport avec Bella, qui l'utilise plus comme un objet sexuel, comme un objet finalement, voilà, c'est sa chose à elle finalement. Et elle s'en rend pas compte au début, mais petit à petit, et aussi sans s'en rendre compte, elle va commencer parce qu'elle tient à ses convictions, parce qu'elle tient à sa liberté, elle va petit à petit se défaire un peu des mailles de Duncan Wedderburn. Elle va commencer à de moins en moins accepter tous ses caprices, à de plus en plus l'idée tenir tête à ses impératifs à lui, à son voyage, à qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et il y a notamment une scène que j'aime beaucoup, qui est teintée de naïveté évidemment, qui est extrêmement satirique, je pense, sur la question des rapports de classe, mais où Emma Stone découvre ce qu'est la pauvreté, de manière, moi je trouve, extrêmement drôle d'ailleurs. J'ai oublié d'ailleurs de citer le personnage Gérard Carmichael, qui joue une sorte de Nietzschéen complètement pareil, très premier degré, et qui moi m'a beaucoup fait rire. Et de là elle se dit ok, il faut que je le donne aux pauvres, et du coup je vais pas vous dire ce qu'elle va faire, mais c'est très drôle parce qu'évidemment on sait très bien les tenants et aboutissants que ça va avoir. Évidemment Yorgos Lanthimos joue avec ça et nous fait rire, et puis quand on a la réaction de Mark Ruffalo, c'est juste totalement délicieux. Et je tiendrai aussi à citer la meilleure scène du film, où c'est Emma Stone, je sais plus si elle fout une claque ou un vent à Mark Ruffalo, mais il y a bien
un blanc de genre une trentaine de secondes. J'exagère même pas. Et c'est pas celui que vous avez entendu à la bande-annonce, c'est vraiment un blanc extrêmement long, extrêmement gênant, mais de l'humour bien cringe comme on peut avoir dans The Office, et qui montre que Mark Ruffalo sait jouer la comédie. C'est un acteur que vraiment je commence à redécouvrir depuis notamment Darkwater, pardon. Et qui est pour moi une des petites découvertes de ce début d'année. Et puis il y a Emma Stone qui ne démérite pas tous les prix qu'elle a pu recevoir. Vraiment je suis assez curieux de savoir ce qui va gagner entre elle et Lily Gladstone, parce que pour moi c'est deux personnages totalement opposés, deux performances assez magistrales, mais dans deux cas de figure assez différents. On a une performance assez classique mais extrêmement bien développée, d'une tendresse et d'une puissance infinie, et on a un personnage extrêmement bizarre du côté d'Emma Stone qui va, je pense, en irriter beaucoup, hein. Déjà à ceux qui sont pas très fans du personnage et de l'actrice, mais moi à côté, personnellement, j'avoue que je suis vraiment très très friand de ses mimiques et de son jeu. Et justement, moi où je suis impressionné, c'est que son personnage, c'est un personnage très complexe. En fait, c'est un personnage de bébé au départ, donc elle doit, avec son corps de femme, de trentenaire, de quarantenaire, je sais pas quel âge elle a, mais développer des mimiques, des gestes, des pulsions, des réflexes de bébé. À côté, il faut sentir une évolution mentale de plus en plus, autant sur des questions sexuelles, et notamment la découverte du sexe. Moi je la trouve extrêmement drôle parce qu'elle est extrêmement naïve. Elle fait alors elle fait pas vraiment adolescent, mais vraiment enfant qui découvre un petit peu son côté plus animal, mine de rien. Et à côté de ça, tout ce côté jouissif de la voir en totale déconnexion avec le monde, mais en même temps extrêmement sincère, extrêmement vivante. C'est un personnage, moi, qui m'a beaucoup plu, et je trouve que sa performance rajoute énormément. Ça aurait pas été la même chose, et ça ne m'étonne pas que Yorgos Lanthimos ait écrit le film pour elle, grâce à elle, notamment avec sa rencontre dans La Favorite, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mine de rien, et qu'il faut vraiment que je regarde un jour. Bref, je sais que j'étais un peu confus, mais c'est un film qui, mine de rien, me laisse avoir beaucoup de choses, qui m'a fait vraiment beaucoup, pas forcément de beaucoup de bien, mais du moins qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a beaucoup fait voyager, qui est visuellement, je le trouve, assez impressionnant dans ses décors, dans ses costumes, dans ses coiffures qui sont à la fois abracadabrantesques et tout assez tenu, on va dire, par encore une fois ce contexte plus steampunk et la bizarrerie globale de pauvres créatures. Voilà, je sais que je pourrais dire beaucoup de choses encore, mais j'ai quand même arrêté parce que je pense que je commence un peu à divaguer. Pour moi, c'est une des pépites de ce début d'année. C'est un film que j'attendais beaucoup et qui a répondu à plus ou moins toutes mes attentes. Et j'espère qu'il vous plaira grandement aussi. Voilà, c'est un film, encore une fois, grand public, mais qui s'adresse à un public exigeant, qui est exigeant du moins avec son public. C'est un film malin, mais qui n'est pas non plus, je pense, dénué d'empathie. C'est pas un film de petit malin, c'est un film, je pense, vraiment joyeux, anarchique, qui nous dit oui, vivons pleinement, vivons avec du sexe, vivons avec tout notre amour, toute notre humanité. C'est un feel-good movie qui fait réfléchir finalement, et qui, je trouve, est quand même bien mieux que Barbie, mine de rien, dans ce contexte-là. Bref, je vous le recommande chaudement. C'est un film sur lequel je pourrais parler encore longtemps, mais je vais m'arrêter là pour parler d'un autre film assez intéressant de ce début d'année, d'un metteur en scène dont je vous avais dit le plus grand bien récemment, pour une autre comédie, mais cette fois-ci française, avec un casting là aussi 5 étoiles. Je vous laisse donc du coup avec la bande-annonce de Making of. Ton film, comment ça va ? Les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te parle pas. Qu'est-ce que tu Arrêtez, oh ! Les acteurs font n'importe quoi. T'es peut-être une grande vedette, bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute ! Je me dis que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive. Eh, mais il pleut, les gars, il pleut. Putain, mais vous me faites tout chier ! Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul. Making of
Off est le nouveau film de Cédric Kahn, dont je vous avais déjà parlé, et surtout ô combien complémenté le travail, dans son procès Goldman. Il nous revient se passer avec une comédie semi-dramatique, avec à son casting Denis Podalides, Jonathan Cohen, Emmanuel Berco ou encore Xavier Beauvois, où Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables, des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements, abandonné par ses financiers. Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making-of. Bon, je vais aller un peu vite sur ce making-of parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Et surtout parce qu'en fait, je voulais mettre en emphase ce que je pensais de ce film par rapport à mes attentes. Parce que oui, j'ai passé un très bon moment devant Making of, c'est un bon film que je vous conseille, bon qui marche en plus moins bien d'ailleurs, alors qu'il est techniquement plus grand public je pense que le procès Goldman. Et oui, c'est un film qui n'est pas forcément parfait, mais que je peux vous conseiller pour voir une bonne comédie, voilà, un peu comme Les Cyclades l'année dernière dont je vous avais parlé. C'est un film vraiment chouette, au timing comique ravageur, il y a une troupe d'acteurs absolument géniaux, hein, et c'est pas étonnant, et je mets notamment en avant Emmanuel Berco, qui est une de mes actrices françaises préférées, qui choisit souvent peu de films, mais qui le fait toujours avec énormément de talent. Et à côté de ça, Denis Podalides et surtout Xavier Beauvois, dans leur rôle un petit peu caricaturaux, de réalisateurs, de producteurs un peu magouilleurs, sont parfaits. Et puis Jonathan Cohen, dont on vous parlera la prochaine fois aussi dans Dali, ou plutôt dans Dali, qui est vraiment très très bon et qui n'est pas forcément choisi de manière innocente, hein, qui clairement est actuellement encore une des étoiles du Star System français et qui ne fait que qui ne fait que augmenter sa popularité de film en film, et qui est là dans un rôle quand même pas forcément très innocent, voilà, de star un petit peu à la fois assez déconnecté du milieu sur lequel du coup il est filmé, et en même temps totalement égocentrique, extrêmement hypocrite, et c'est un délice, un plaisir de le voir. Et puis je mettrai aussi en avant les performances de Stéphane Crépon, qui joue du coup Joseph, le petit figurant du making-of qu'on avait déjà vu dans Peter Van Kant de François Ozon, qui avait un petit rôle. C'était lui d'ailleurs le rôle muet de serveur, pour ceux qui se souviennent. Et puis Souelia Yacoub, qui joue elle, pareil, une actrice du coup qu'on avait déjà vue dans notamment Encore, de Cédric Clapiche, et qui est vraiment très très bonne là aussi là-dedans, qu'on avait aussi vu notamment dans Climax évidemment. Bon là elle est utilisée pour ce talent d'actrice, non de danseuse, hein, vous l'aurez compris. Et pareil, elle est assez émouvante. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur Making of ? Que passé le choc qu'avait été le procès Goldman, un film extrêmement mature, très réussi sur de nombreux aspects, qui réussissait à créer au-delà de son procès, de son simple procès en fait, hein, un vrai portrait de la France des années 70, du clivage politique de l'époque, un film plus acide que ce qu'il pourrait laisser penser. Et là on a un film sympa qui, au-delà de ses... parce que je pense qu'il en a, au-delà d'être une comédie sympathique, hein, au-delà de ses... De ses envies un peu de comédie, voilà, de films grand public, de parodie de tournage, c'est un film qui, je dirais pas qu'il échoue, mais qui arrive beaucoup moins bien qu'à l'accoutumée à remplir tout ce qu'aurait espéré, je pense, réaliser Cédric Kahn avec ce film dans le fond, en fait. Parce que c'est un film qui va se concentrer sur 3 jours de tournage, pas vraiment que 3 jours, plus 4, 5, si j'ai pas de bêtises, hein, j'ai vu le film il y a un peu de temps maintenant, mais... voilà, qui va pas forcément parler de tout le tournage, mais de passages forts, qui va utiliser l'ellipse de manière assez intéressante, et pour passer notamment sous silence des événements, des liaisons aussi. Mais là où je trouve que le film est plutôt déceptif, en fait, décevant, c'est que au-delà de ce qu'il raconte dans son tournage, de à quel point ça devient de plus en plus la merde, qu'on creuse encore plus profondément le trou, et qui va évidemment aller parodier, critiquer des éléments assez importants du Star System, de la production, de la réalisation aussi.
et notamment avec des questions assez contemporaines. Il y a des phrases, notamment un rendez-vous avec les producteurs au début du film. Il y a des phrases, des mots qui sont utilisés, moi qui m'ont beaucoup fait rire, parce que on sent que c'est un peu comme Pauvre Créature, un film de son temps, même si là pour le coup il joue pas forcément trop avec les mœurs. C'est un film au final qui je pense est beaucoup plus simple à ce niveau, beaucoup plus direct, beaucoup plus... Ouais, c'est un peu un plaisir un peu trop immédiat. Et là où, justement, je n'arrive enfin, il m'a déçu, c'est que même si j'aime bien la subtilité qu'il met en scène, Cédric Kahn, la manière qu'il a de mettre en scène ces différents personnages, les différentes problématiques qui sont autour, notamment sur ce jeune figurant, et ben en fait c'est raté. Enfin pour moi c'est pas forcément raté, mais c'est vraiment très 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 mal, très peu abouti en fait. Enfin ça n'aboutit pas sur grand chose, c'est très c'est là où ça aurait pu être assez corrosif. Au final ça apparaît comme un petit peu là. C'est comme un peu vain. Le geste m'a paru sympathique, mais ouais, plutôt jubilatoire dans son procédé, mais ça manquait vraiment de quelque chose en fait. Le film n'a pas arrêté de parler notamment des espoirs de ce jeune de ce jeune figurant qui est coincé dans sa routine, du sort de petit triangle amoureux qui va se passer avec notamment Soulia Yacoub, de toute la vie de famille, du personnage de Simon, voilà, de l'hypocrisie aussi, un peu voilà, de la fausse modestie d'acting notamment qui tourne autour de Jonathan Cohen. Tout ça c'est assez intéressant, mais sur le papier, là où ça pouvait donner une sorte de film un peu choral, plutôt intéressant, vraiment plutôt passionnant, en fait ça donne un film, je trouve, assez creux, qui manque vraiment dans son rythme de donner de la force à ces scènes les plus... ces scènes-là, en fait, les scènes qui sortent du tournage pur et dur, qui sortent du scénario. Là, on va s'intéresser à quelque chose de plus gratuit, de plus... qui s'intéresse plus aux personnages qui tournent autour, de ceux qu'on n'entend pas forcément, de ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans des making-of, justement, dans des tournages, dans des films sur le cinéma aussi. Et j'ai trouvé ça dommage, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un rendez-vous manqué, ce making-of. C'est un film qui est chouette, mais qui manque pour moi vraiment d'écriture, enfin plutôt d'une écriture beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complète. Là, pour moi, c'est un film qui est encore une fois pas assez abouti, qui fait trop de détours pour au final parler de beaucoup de sujets, mais de manière assez creuse, et c'est un peu dommage. Cependant, je vais quand même mettre en avant un truc qui pour moi aussi rend le film très sympathique et beaucoup plus, par exemple, complet et intéressant qu'un Les Cyclades, qui lui est vraiment une comédie qui va chercher dans la psychologie de ses personnages, hein, mais qui est assez simple. En fait, c'est que Making of, c'est un film qui va traiter le cinéma de manière extrêmement factuelle. Il y a vraiment une authenticité formelle qui ressort de ce film. Et alors, c'est pas pour me la péter, hein, je suis actuellement en école de cinéma, je fais des études, donc il y a des trucs quand même, il y a des points, je les sens en fait. C'est-à-dire que bon, évidemment, ça aurait été assez ironique qu'un metteur en scène assez prolifique en plus parle mal du milieu qu'il va filmer, mais c'est quand même assez intéressant de voir la manière qu'il a de le filmer de manière pas forcément naturaliste, hein, parce qu'il y a une façon de musique aussi que j'aime beaucoup, voilà, il y a un propos, d'ailleurs que j'ai pas cité, peut-être la seule chose vraiment intéressante dans le fond du film sur... le contraste ou même j'ai envie de dire l'équilibre qu'il y a entre du coup la question de l'exploitation des travailleurs dans les usines et l'exploitation qu'on va en faire dans le cinéma, hein, dans le cinéma d'exploitation littéralement. Et non, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est encore une fois la manière de filmer ce tournage, la manière de le faire de manière extrêmement authentique, avec des choses qui peuvent paraître chiantes, hein, la comptabilité, le moment où on te dit ah non mais là on n'a plus le budget, il va falloir resserrer, qu'est-ce que tu veux enlever comme scène, le moment où t'as la régie qui prépare les repas, tu vois, ce genre de choses vraiment qui peuvent paraître inintéressantes dit comme ça, mais qui donnent vraiment beaucoup de profondeur, pas forcément, mais en tout cas qui donnent quelque chose en plus à ce making of, qui font que c'est pas juste un film sur le cinéma comme on en voit tant, mais c'est un film qui parle de choses qu'on voit très peu alors qu'ils sont dans le quotidien, même des metteurs en scène, des producteurs, des réalisateurs, des artistes, des techniciens, des acteurs aussi, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et surtout très très jouissif en fait à la longue. Après je sais pas si ça me parle surtout parce que je suis dans ce milieu là, mais j'ai trouvé que le film était extrêmement juste et réussissait à plutôt bien parler de ces sujets, à le faire de manière encore une fois à la fois assez jouissive dans le côté comédie pure et plutôt bien écrit dans le fond qui pour le reste, comme je l'ai dit, pour moi peu abouti.
Voilà, et puis à côté, moi ce que j'aime aussi vraiment bien avec ce film, c'est les performances, encore une fois, qui sont, je trouve, vraiment, encore une fois, très authentiques. Mais on pourrait être sur des rôles, encore une fois, qui suintent la parodie et la caricature. Et il joue un peu là-dedans, notamment avec le personnage de producteur, qui est vraiment le producteur un peu magouilleur, qui dit littéralement à son metteur en scène, bah écoute mec, tu tournes, tu dis pas aux gens qu'ils vont pas être payés, ils devront pas être payés, et puis voilà, c'est comme ça, tu fais comme tu veux. C'est vraiment très drôle en fait, cette caricature qui est vraiment bien digérée par ses acteurs et par son script. Mais qui encore une fois laisse un plaisir un peu trop instantané, qui manque de marquer outre mesure après le visionnage. Et là-dessus, je trouve le film un peu décevant, même si encore une fois je peux vous le conseiller. Voilà mon avis sur Making of de Cédric Kahn, donc un film bien moins intéressant que Le Procès Goldman, mais tout de même plutôt recommandable. Et on part sur un autre film, là aussi encore plus radical que la démarche de Cédric Kahn, un film passé par la quinzaine des cinéastes au dernier festival de Cannes, un film russe, un premier film, si j'ai pas de bêtises en plus, russe, d'une réalisatrice qui se nomme Ilya Povoltovsky, ou un réalisateur, je sais plus. Bref, un metteur en scène qui a mis en scène son premier nom, qui se nomme assez sobrement La Grâce. Чего тебе? Парадокс, да? Знание будущего делает его неотвратимым. La Grâce raconte l'histoire d'un père et sa fille adolescente sillonnant la Russie à bord d'un van qui contient tous leurs biens et le matériel d'un cinéma itinérant. Ils organisent des projections de plein air dans les villages reculés. Lors de leur périple, des brèves rencontres ponctuent leur solitude. Avec notamment Maria Lukianova et Jela Chitava dans le rôle de la fille et du père. Je voulais parler de ce petit film sorti dans peu de salles, qui risque de rester pas très longtemps à l'affiche, malheureusement. Il n'y a pas eu par exemple le succès d'un Si seulement je pouvais hiberner, dont je parlerai pas parce que j'ai pas tant de choses à dire que ça sur le film, mais c'est très très bien, allez-y. Qui est un film qui a plutôt rencontré son public, voilà, qui aura un succès assez moindre, mais qui reste un succès d'arrêt d'essai. Ici, on est face à un petit film russe qui parle admirablement de son pays, qui le fait avec une grâce, comme le dit le titre, ravageuse, et en même temps avec, je pense, une matière cinématographique pas destinée à tout le monde. C'est un film un peu clivant, et je voulais le mettre en avant, autant pour ses qualités que pour son caractère, encore une fois, je pense, assez clivant et divisif. C'est un film qui va diviser, je pense. En fait, c'est pas un film qui se destine à tous les publics, c'est un film très contemplatif, qui laisse la caméra tourner longtemps dans cette déambulation semi-passive. C'est le genre de film qui ne respecte pas forcément les attendus qu'on peut avoir dans un scénario classique, dira-t-on, au-delà du côté 3 actes, qui je trouve est plus ou moins remplacé par la question du deuil, qui est sous-entendu dans le quotidien de cette famille. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans La Grâce, déjà quel beau titre, on va pas se mentir, c'est vraiment la pureté du film, qui, je pense, peut en laisser quand même certains sur le carreau. Et pur ne veut pas dire beau, le film est esthétiquement très beau, mais dans le sens où je trouve la mise en scène et la photographie très juste par rapport aux décors filmés qui suintent eux plutôt d'une précarité assez extrême, et qui est assez politique sur la question des Russes actuellement, de cette jeunesse russe. Et même si évidemment le film peut paraître assez plan-plan, je trouve qu'il recèle quand même de belles idées de mise en scène, de composition. Dès cette première scène, on suit une petite cascade d'un cours d'eau où on a un personnage qui est face à l'élément aquatique et qui va ensuite marcher le long d'une grande plaine filmée en grand angle, malgré une... Je sais plus c'est quoi le format, c'est peut-être pas du 4/3, mais c'est un format assez carré, voilà, beaucoup plus resserré qu'un ratio très large, un ratio américain par exemple. Et moi j'ai été touché par l'ambiance de ce film, qui va pas forcément aller chercher du côté, encore une fois, de
de la quête d'un personnage, même de la caractérisation de personnage, parce que c'est un film qui sous-entend plus ou moins tout ce qu'il va raconter. C'est un film qui laisse le temps de décanter à son scénario, si on peut appeler ça vraiment un scénario. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoire, mais disons que c'est un film qui, encore une fois, repousse un peu les limites qu'on peut avoir autour de ces questionnements d'écriture. Et j'ai trouvé le film très beau, en fait. Vraiment, le film m'a beaucoup ému. J'ai été vraiment séduit par la proposition en elle-même, et même si je comprends, et surtout j'avoue avoir été un peu déstabilisé au début, je rentrais assez mal dans le film, je trouvais le temps plutôt long, mais au final j'ai réussi à m'habituer, il prend pas forcément du plaisir, mais en tout cas beaucoup de... une certaine... un certain intérêt. Voilà, j'étais vraiment intéressé par la proposition, j'étais vraiment touché par ce que ça me racontait. Et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, je trouve, encore une fois, il y a quand même, sans esbrouf technique, parce qu'il y a du plan séquence dans le film, au vu de la longueur de ces plans, il y a une certaine question d'incarnation et surtout de performance à ce niveau. Un peu comme chez Nuri Bilge Ceylan, par exemple. Mais c'est jamais dans la performance technique, c'est jamais là dans l'esbrouf, dans essayer de créer quelque chose d'extrêmement visuel, tape à l'œil. Encore une fois, le film est beau, mais beau pour ce qu'il y a de filmé, un peu comme la zone d'intérêt finalement. Je vais utiliser des arguments plus ou moins amélioratifs pour un film qui te crie, pas forcément sa crasse, mais en tout cas sa solitude, solitude c'est le mot, peut-être solitude et abandon, parce qu'on est face à deux personnages qui sont abandonnés au gré de ces grandes plaines à moitié entre le désert et la toundra, et en même temps abandonné par ce pays, par ce gouvernement qui laisse entrevoir un film extrêmement politique, je trouve. La Grâce, c'est un film qui est beaucoup moins, on va dire, coup de poing sur la forme, donc je sais pas moi, que des films de Kirill Serebrennikov ou encore, je vous avais parlé de Capitaine Volkonogov s'est échappé. Mais c'est un film qui parle de laisser pour compte, c'est un film qui parle de ceux dont on n'entend jamais la voix, encore plus que d'habitude. C'est des personnes banales qui sont livrées un peu à eux-mêmes dans cette Russie totalement hermétique à leur développement. Et moi, il y a quelque chose d'assez beau qui a été dit par le camarade de Jacques Léventreur sur Sens Critique. L'impression de voir une jeunesse résilier une vie qu'ils ont à peine goûtée, et qui est notamment incarnée par cette adolescente, moi, qui m'a beaucoup touché et au jeu je trouve extrêmement impliquée, sans encore une fois même si je la trouve assez hors norme, plutôt elle tape dans l'œil par rapport aux autres personnages tous morts, à commencer par son père qui dit très peu de choses, qui semble ravagé par la mort de sa femme et du coup pour elle de sa mère. En fait j'ai été vraiment très séduit par le film, et plus le film avançait, plus j'ai été ému par son développement dans le deuil, de la colère vers le marchandage aussi vers la fin, notamment un marchandage plus sexuel, ou du moins on sent qu'elle essaye de vivre sa vie d'adolescente, et j'ai été vraiment surpris. Et aussi parce que le film réussit quand même à être plus qu'une simple énième un simple énième film d'errance, un simple énième road movie, parce que c'est un peu ça, où on va traiter des questions des laissés pour compte, un peu comme Nomadland par exemple, même si je trouve le film beaucoup plus intéressant et réussi que le film de Chloé Zhao. Et pour ça il y a plusieurs choses, déjà les idées de mise en scène qui sont, je trouve, il y a des scènes qui tapent un peu dans l'œil, et je retiens notamment une course poursuite assez effrénée mine de rien, contrairement à ce que on pourrait croire par rapport à ce genre de film, et qui utilise une sorte de fondu ou alors de superposition avec des arbres, moi qui m'a vraiment beaucoup touché. Encore une fois, des panoramiques, il y a énormément de scènes où la caméra tourne à 360 degrés et où le décor se délivre petit à petit, où les personnages traversent la caméra de manière extrêmement millimétrée et assez intéressant, sans encore une fois qu'on ait l'impression de voir une chorégraphie, mais juste quelque chose d'assez simple, de très vivant. Et puis la partition musicale, moi, qui m'a beaucoup touché, et je trouve d'un spleen assez ravageur, et qui m'a beaucoup touché. Encore une fois, j'ai été vraiment séduit et ému par La Grâce, notamment dans sa
toute dernière scène, un long plan séquence qui encore une fois prend le temps. Je pense sérieusement qu'on pourrait couper le film et en faire un tout petit long métrage d'1 heure. Mais le film perdait beaucoup de son intérêt, de sa contemplation, autant que sa solitude. Et ouais, j'ai été vraiment touché par La Grâce, que du coup je vous recommande ardemment si vous aimez ce genre de métrage. Alors si jamais vous êtes jamais confronté à ce genre un petit peu, ouais, pas vraiment, qui n'en est pas vraiment un, qui est le film contemplatif. Je sais pas si c'est le meilleur film pour commencer, mais c'est en tout cas une proposition assez radicale. Qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui moi m'a beaucoup touché et qui j'espère en touchera certains grâce à mes mots. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir La Grâce, qui est une très très belle surprise et qui laisse place donc maintenant à un film beaucoup plus conventionnel mine de rien, mais peut-être très intéressant aussi, émouvant, je ne sais pas, on va voir ça dans quelques instants avec le nouveau film de Sean Durkin distribué par nul autre que A24 et qui se nomme The Iron Claw. You have oldest brother syndrome. Woo! You want to take care of everyone. Hey, you okay? Yeah. Our greatness will be measured by our response to adversity. We survived this before, we can do it again. Feel that? Feel that? That's pressure. Iron Claw est le nouveau film de Sean Durkin racontant l'histoire des incroyables frères Von Erich qui ont marqué l'histoire du catch professionnel au début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Avec notamment à son casting Zac Efron, Harris Dickinson ou encore Jeremy Allen White. Le film a su faire parler aux États-Unis, devenir je crois même le 5e plus gros succès de la firme A24 qu'on ne présente plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai pu en penser alors que Iron Claw sort tout juste au cinéma en France ? Alors, je vais être honnête, je suis un petit peu déçu. Disons que je trouve le film formellement très bon. Voilà, c'est pas forcément une claque, mais un film que je peux vous conseiller sans grande peine, bien plus dans le même genre que, même si pas en termes de genre, je veux dire dans la même type de film grand public que je sais pas Making of, que du coup je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est un film qui me paraît quand même assez pas forcément mauvais, mais du moins plutôt pas forcément incohérent non plus, juste imparfait. Voilà, c'est un film qui est rempli d'imperfections, mais qui laisse quand même transparaître une envie de bien faire, une envie de faire les choses de manière assez grandiose, avec notamment son côté Milo, moi qui me plaît beaucoup, et qui réussit aussi à quand même déjouer pas mal de pièges dont j'avais un petit peu peur, et dont je me languissais d'attaquer le film, à commencer par la performance de Zac Efron, qui est, je dois le dire, sûrement l'une des meilleures choses du métrage, c'était même la meilleure, déjà parce que c'est un personnage déjà que je trouve assez intéressant, je vais revenir plus tard formellement parlant, mais aussi et surtout parce que je trouve personnellement que Zac Efron réussit à un peu incarner la grande force de Iron Claw, je sais pas comment ça se dit, c'est-à-dire être sincère, être un film vraiment pas forcément pur, parce que pour le coup c'est plus un objectif que, encore une fois, je qualifierais pour La Grâce, et j'arrive plus à retrouver le mot. Pour moi, c'est un personnage et un acteur qui réussit à livrer une performance extrêmement franche. Et cette franchise, je trouve qu'elle se laisse voir dans tout le film, en fait. C'est un métrage très sensible qui réussit en dehors de son thème, qui peut évidemment faire ricaner quelques-uns. Ah, le catch, c'est drôle, le catch, oui, bon, bah, ça on connaît. Et d'ailleurs, le film va parler un petit peu quand même de ce côté Star System. Hein. Et si jamais vous êtes habitué, par exemple, on a parlé de Babylone l'année dernière, au film sur le cinéma qui parle justement de ces rapports un petit peu ambigus, véreux, entre un producteur qui veut plus d'argent et un acteur qui est passionné mais qui du coup de sa passion va s'autodétruire, et ça parle un peu de ça, c'est même littéralement ça. Iron Claw, c'est une vraie c'est un film qui refuse un peu ses poncifs d'écriture avec ce père, encore une fois, ce tyrannique qui
quand même sans pour autant jouer dans la carte de la caricature, parle du coup d'un personnage qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait aimé avoir, qui a été stoppé net, mais qui n'a pas su se remettre en question et qui va essayer de léguer son héritage à ses enfants, qui va essayer de faire de ses enfants de ces choses finalement, un peu du coup l'inverse de Poor Things. Et tout le film, du coup, on voit des personnages s'autodétruire, mais surtout on voit des personnages réfléchir en fonction de leur père, ne pas réfléchir en fonction d'eux-mêmes. Et de ce fait-là, le film parle de toxicité, de relations toxiques. Et je le trouve vraiment puissant en fait. Et ce sans compter, encore une fois, les performances des comédiens qui sont toutes assez exemplaires, en particulier par rapport à ce qu'on pourrait appeler un rôle à performance. On voit très clairement que tous les personnages, tous les acteurs se sont donnés à fond en termes de muscles pour être aussi énormes et secs que les Van Eyck de la vraie vie véritable. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est utilisé pour montrer, regardez, on est des acteurs, surtout pour Zac Efron, qui a quand même une carrière, on dira en dents de scie, mais qui réussit mine de rien à faire ce qu'on pourrait appeler en France son Chao Pantin, avec du coup ce film où il est extrêmement sensible, encore une fois d'une franchise assez désarmante, et qui joue, moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est on sent qu'il a été utilisé par rapport à ce qu'il peut représenter dans l'inconscient collectif, à savoir comme un boy scout américain, vraiment le boy scout, le personnage américain bien rangé, fier à papa, catholique, gentil, fier, qui aide les autres, plein de bonnes valeurs, et le film va plus ou moins pervertir ça, parce que c'est là où on arrive au côté un peu tragique, ce qui a beaucoup fait parler par rapport au film, c'est que c'est une tragédie à Iron Claw. C'est un film qui pourrait très clairement être inspiré d'un mythe grec, comme Antigone par exemple. Je prends ce nom au hasard, mais c'est un film qui a des ressorts extrêmement pervers et viscéraux par rapport au questionnement de la famille. Et c'est quand même peut-être aussi ma limite au film, c'est que ça fait quand même un peu trop gros. Voilà, tous ces questionnements autour de la famille, toute cette tragédie, parfois ça fait quand même un peu gros. On se dit, ok, si ça n'avait pas été inspiré d'une histoire vraie, le film aurait clairement été considéré comme, je pense, un peu absurde ou alors trop too much. Et moi, c'est par exemple un problème que j'ai aussi avec un autre film que j'ai découvert récemment qui s'appelle Precious, d'un acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui laisse aussi avoir le destin d'un personnage assez hors norme, mais cette fois-ci dans une sorte mais hors norme dans le sens par rapport à la violence de sa vie. Et ici c'est un peu pareil en fait, et ça me fait un peu chier à admettre. Je trouve que l'adaptation a été plutôt mal rédigée, trop de manière littérale en fait. Ça manquait, je pense par exemple d'assumer ce côté limite fantastique. Il y a des questionnements sur une malédiction qui pèserait sur cette famille, et je trouve que le film le sous-estime grandement, et c'est bien dommage. Cependant, là où je trouve le film extrêmement intéressant à ce niveau, et qui va parler de relations toxiques, c'est par rapport au personnage de Zac Efron, qui est bien rangé, qui est complètement aliéné par la figure paternelle, mais de manière, encore une fois, c'est pas un personnage qui est fou, c'est un personnage qui vit selon les préceptes de son père, qui essaye de ne pas déranger la figure paternelle, et qui passe à chaque fois à côté de son rôle principal de grand frère, en fait, qui est de protéger sa famille, qui est de vivre avec sa famille. Et à chaque fois qu'il va y avoir un énorme drame, Zac Efron, ou plutôt Kevin Van Eyck, pourrait intervenir, et il ne le fait pas. Et à chaque fois, c'est assez terrible, c'est très émouvant, ça fait mal au cœur. Et le film, je trouve, joue très très bien la carte de la tragédie à ce niveau. Et il fait passer justement la malédiction pour, encore une fois, sa relation toxique, pour son aliénation profonde. Et je trouve le métrage vraiment très 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 puissant à ce niveau. Maintenant, on va parler de mise en scène un petit peu, d'esthétique. Le film a une photographie vraiment nickel. Voilà, j'ai rien à dire à ce niveau, avec un grain typique des années 80, début des années 80, 70, voire même, qui nous plonge vraiment, qui nous immerge vraiment dans le quotidien de cette époque. On n'en fait pas des caisses, on n'est pas là avec des milliards de références. Et c'est un petit peu le truc de taper dessus, mais comme Stranger Things par exemple, on est face à un film qui réussit, mine de rien, à vraiment nous immerger dans les années 80, début des années 80, dans même, j'ai envie de dire, le American Way of Life de l'époque, dans vraiment, surtout par rapport à un film qui se passe au Texan,
la majorité de son déroulé. Et j'ai été vraiment très touché par le film, à la fois du coup par son décor qui transpire la bonne famille américaine bien rangée, dont je vous parlerai encore plus en détail dans May December. Et puis à côté de ça, du coup, quelque chose de beaucoup plus vicieux, de beaucoup plus viscéral qui en ressort, et qui a déjà affaire avec le genre qu'elle appartient au film, qui est le genre du film de sport, voire même le biopic. C'est un film qui met extrêmement bien en scène ses combats, sans pour autant, on va dire, en faire quelque chose d'extrêmement putassier. On est face à une mise en scène assez limpide, en fait, qui transpire, là, encore une fois, la franchise et la sincérité, mais qui réussit quand même à vraiment, même si parfois il y a quand même certains mouvements, certains coups qui sont donnés qui me paraissent un peu fake. Vous me direz, le cash c'est avant tout du théâtre, hein, du moins c'est une des réflexions qu'a le personnage, un des personnages, mais je ne dirai pas lequel, parce que c'est assez intéressant mine de rien, dans la manière que Zac Efron va commencer à s'émanciper de son père, même si c'est, je trouve encore une fois assez mal digéré par rapport au reste du métrage. C'est un métrage qui patine un petit peu trop, hein. Encore une fois, je trouve que l'adaptation a été mal écrite, du moins mal réalisée, pas forcément, mais juste n'a pas été aboutie, je pense. Et bah les scènes de combat, elles sont vraiment très très chouettes, elles transpirent à la fois tout le sentiment qu'on a quand on regarde du sport, que ce soit sur la télé ou en vrai, surtout en vrai, même dans des concerts, qui est d'être galvanisé, d'être vraiment pris par l'émotion, de vivre l'instant. Moi, je trouve que ça épouse encore une fois ce sentiment-là, et je trouve que le mélange de performance et de mise en scène réussit habilement à montrer ça, plus en plus à la violence, on va dire, du sport en lui-même, hein, évidemment. Et puis là où le film m'a beaucoup ému en plus, encore une fois, c'est sur son côté plus intime, hein. Je trouve qu'il y a quand même une manière notamment de filmer les corps, ces corps extrêmement musclés, mais au final très fragiles psychologiquement, ces personnages qui s'aiment, qui discutent entre eux, enfin dans de longues scènes. Il y a une scène de toilette qui est, je trouve, extrêmement belle, à la fois dans, encore une fois, ce côté... ce truc qu'a Zac Efron de toujours laisser ses frères périr sous ses yeux, et en même temps de fraternité, de soutien. C'est un film, moi, qui m'a vraiment beaucoup charmé à ce niveau, même si je trouve peut-être que la mise en scène manque un peu de singularité. Tout ça fait peut-être un petit peu trop théorique, et j'ai pas non plus été emporté outre mesure par le film qui ressasse un petit peu ces éléments, comme son scénario, au fur et à mesure de ces 2h13 quand même, on va pas forcément passer, mais qui paraissent un petit peu trop longues sur la fin, je trouve. On a compris la formule, et j'aurais aimé que le film avance un petit peu plus, ose peut-être déroger un petit peu au reste de son récit. Mais sinon, voilà, j'ai été vraiment surpris dans le bon sens par Iron Claw. Je trouve le film très malin et percutant. C'est un film, moi, qui m'a saisi, et que je vous recommande chaudement, et qui en plus est actuellement en salle, fait un démarrage vraiment pitoyable en plus, malheureusement, hein, c'est assez triste, mais bon, tant pis. Je retiendrai peut-être une des dernières scènes du film qui se trouve dans un endroit ô combien particulier, qui crée un contraste assez fort entre un sentiment de poésie, un peu surréaliste, ce genre de scène que j'aurais aimé voir plus souvent exploité, et quelque chose d'extrêmement brut, de très tragique, de mortifère, morbide, qu'on a du coup vers la fin. Mais ça, je vous laisserai le voir. Pour moi, The Iron Claw, c'est une petite surprise. C'est un film sur lequel je ne plaçais pas forcément grand-chose, et qui m'a beaucoup plu, autant pour ses efforts de mise en scène que son casting qui est très solide. Voilà, j'en ai fini de Iron Claw. On va retourner cette fois-ci en France, ou du moins en Belgique, sur nos terres francophones, donc avec un film au sujet là aussi assez touchy. Mais on aime ça, nous, sur la perche anguine, les films au sujet touchy, avec la nouvelle réalisation de Joachim Lafosse, qui se nomme assez sobrement Un silence. C'était le seul qui savait pas. Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui ? Je sais très bien ce qui se passe, justement, c'est pas le moment de lâcher.
Maman, tu lui as parlé? C'est quand que tu vas réagir là? Un silence est le nouveau film du cinéaste belge Joachim Lafosse. Silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Avec dans son casting le duo Daniel Auteuil, Emmanuel DeVos ou encore Louise Chevillotte. Qu'est-ce que j'ai pu penser de Un silence, d'un metteur en scène qui, mine de rien, continue encore de parler de sujets assez touchy. Alors le synopsis n'en dit pas plus et je vais essayer de pas trop en révéler non plus sur les différents événements qui se déroulent durant le métrage. Je vous laisserai le découvrir bien évidemment et vous prendre peut-être une claque, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est de mon ressenti sur Un silence, c'est un film que j'ai découvert en octobre au FIFIB sans réellement trop savoir de quoi on allait parler, et c'est un film qui m'a beaucoup séduit mais qui, je pense, en laissera beaucoup sur la touche. Joachim Lafosse, c'est un metteur en scène dont je n'ai vu que 3 films, mais dont j'arrive quand même un petit peu à déjà entreapercevoir les différents tenants et aboutissants de sa filmographie. Et je pense que Un silence est sûrement, des 3 que j'ai vus, son film le moins accessible, du moins le moins aimable, avec À perdre la raison et Les Intranquilles qui sont parmi les plus connus, avec notamment L'économie du couple. C'est un metteur en scène qui parle toujours de sujets assez graves, mine de rien, dans notamment Les Intranquilles, parce que c'est un des seuls où c'est par rapport à À perdre la raison, c'est vraiment explicite. C'est un film qui parlait de bipolarité. Ici, on va parler aussi de quelque chose d'assez dur, d'un secret assez pesant qui se sous-tend autour de cette famille, et je vais essayer d'en dire le moins possible, parce que je pense que la surprise vaut vraiment le détour, ou du moins la manière qu'a le film de dérouler son récit vaut clairement le jeu, la chandelle. Que dire? Déjà que, comme je l'ai dit, c'est un film qui est assez peu grand public, qui est, je dirais même, assez exigeant avec son spectateur, tout en gardant quand même cette logique de portrait de famille que tient Lafosse depuis quasiment toujours, de ce que j'en vois. C'est un film qui commence notamment sur une scène de, je crois, 5 minutes, où on voit, pour un film de 1h30, 1h40, on voit Emmanuel DeVos conduire une voiture impassible, sans le moindre mot, comme ce silence, et un moment complètement s'effondrer à l'arrêt de sa bagnole. C'est assez inquiétant. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le film va être un long flashback jusqu'à la toute dernière scène du film, qui elle est la dernière scène dans la narration de Un silence. Et là où personnellement je lui ferai quand même pas mal de reproches que j'ai déjà fait sur ces 2 autres longs métrages, qui est notamment, je trouve, quand même pas mal mettre en retrait ces personnages secondaires. Voilà, le trio familial, donc le père, la mère, le fils, François, Astrid et Raphaël Char, fonctionne bien. Par contre, pour ce qui est des autres personnages, des commissaires, des journalistes, de la sœur, que j'avais complètement oublié qu'il y avait une sœur dans ce bazar, pour tout vous dire. En fait, je trouve que les personnages sont extrêmement, pas forcément mal écrits, mais très sous-exploités, manquent vraiment de vigueur, d'intérêt. En fait, j'étais assez las de les voir, j'étais pas forcément intéressé par leur sort, par leur développement. Le film ne me prenait pas aux tripes à ces moments-là, et c'est d'autant plus triste que pour les personnages, notamment du commissaire, qui est beaucoup plus un concept dans tout ce que on va dire raconter Un silence, que par rapport à son côté personnage. Voilà, c'est un personnage un petit peu archétypal, et surtout je trouve un petit peu je sais pas trop comment dire sans spoiler, mais programmatique. Je reste assez flou, qui vient vraiment aider le scénario plutôt que sa propre existence, on va dire. Maintenant, je trouve que le film a une mise en scène extrêmement subtile, en fait. Certains diront qu'elle est paresseuse, que c'est un peu du déjà vu, voilà, des plans fixes, qu'il y a une caméra qui se laisse tourner, sans pour autant entrer dans le plan séquence, si ce n'est une scène vers la fin. Mais qui, moi, je trouve réussit à être extrêmement subtil, encore une fois, qui laisse vraiment les personnages débouler, agir devant nos yeux, qui laisse l'action se faire, les silences créer un malaise de plus en plus profond et insistant. Et d'autant plus pour laisser justement ces silences en fait entrer en contradiction avec
je pense, c'est la grande ironie du titre de Joachim Lafosse, qui est en fait les personnages, leurs actions, qui sont de presque trop parler pour leur propre bien, de se divulguer ou même de compromettre même ce secret de Polichinelle qui ne fait que s'accentuer. Et au final, la question, c'est pas forcément de savoir quel est ce secret dont au final on a plus ou moins la réponse au milieu du film. C'est surtout de voir comment est-ce que l'équilibre de cette famille va complètement se tordre, comment est-ce que tout va se finir en, pas forcément d'apothéose, non, mais en tout cas dans l'horreur la plus totale. Comment est-ce que ce secret va à la fois créer une sorte de triangle entre du coup Emmanuel DeVos qui essaie de protéger son mari, mais qui ne fait que en fait qui ne fait que foutre encore plus au fond du trou par contre son fils qui lui essaye de ne pas de protéger sa mère, non pas du tout, oui sa mère pardon, j'allais dire sa femme, mais non, on va se calmer, du coup sa mère, mais qui va à côté du coup complètement se déchaîner sur son père qui lui du coup essaie de protéger aussi son fils, mais qui va déteindre sur du coup sa femme. C'est non, ou l'inverse, je sais plus trop, je saurais pas trop vous dire. C'est un film qui est extrêmement pervers à ce niveau. Et d'ailleurs, le film a un avertissement par rapport à son sujet. Et je comprends plus ou moins la démarche parce que c'est un film très pesant, encore plus qu'à perdre la raison, je trouve, à ce niveau. Parce qu'encore une fois, les deux scènes est encore plus exigeante, et encore plus pesante. Et moi, personnellement, j'avoue que le film a réussi à me faire transparaître tout le glauque et le malaise de la situation qui est filmé. Et d'autant plus avec les comédiens qui, je trouve, sont absolument excellentissimes. En particulier Emmanuel DeVos qui livre une composition à la fois très touchante, très simple, mais en même temps absolument dévastatrice. Pareil pour le fils qui est un peu comme Paul Kircher, un personnage qui je pense pourrait en faire tiquer plus d'un, qui pourrait paraître un petit peu insupportable, mais qui est, je trouve, un personnage d'ado assez bien construit et joué. Et puis à côté, j'ai été vraiment saisi par l'intelligence et le propos, sa pertinence par rapport à la mise en scène de Joachim Lafosse, par rapport encore une fois à sa mise en scène très lancinante qui laisse les plans tourner. Et notamment il y a ce passage que vous allez sûrement voir dans la bande-annonce où on voit où on voit Daniel Auteuil ou plutôt François répondre à des journalistes la nuit, ces journalistes qui sont à deux doigts de leur maison, qui pourraient rentrer et totalement détruire ce secret qui pour l'instant reste auprès de cette maison. C'est un film vraiment chouette. J'ai écrit une critique parce que vous voulez en savoir plus sur mon avis. Malheureusement le film est sorti il y a un petit moment maintenant, j'avais pas pu en parler avant et je suis un peu triste, mais voilà, je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un film assez puissant et qui m'a personnellement beaucoup plu, et surtout c'est le genre de film duquel j'ai envie de rembobiner le fil de l'intrigue à l'entame de son générique, parce qu'il laisse quand même entrevoir un métrage très dense, assez puissant thématiquement, mais qui en tout cas moi m'a pas mal obsédé durant mon fifib. Je vous le conseille ardemment, il est actuellement en salle et maintenant je ne sais pas si vous en ressortirez aussi indemne que moi. Voilà pour Un silence de Joachim Lafosse. On passe à l'un des derniers films, à l'avant-dernier film de ce podcast, avec la nouvelle réalisation de Todd Haynes, passé au Festival de Cannes notamment, qui se nomme May December. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting, right? He's getting on my last nerve. He's just everywhere I look. Why can't we talk about it? If we're really as in love as we say we are. Insecure people are very dangerous, aren't they? May December est le nouveau film du cinéaste américain Todd Haynes, qu'on avait découvert la dernière fois avec Darkwater, et qui avait aussi réalisé notamment Carol, ou encore, pour les citer, I'm Not There, ou même Le Loin du Paradis,
avec déjà Julianne Moore qui est de retour cette fois-ci dans le cinéma de Todd Haynes, en duo avec Natalie Portman et Charles Melton. Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Je vais aller peut-être un peu vite sur May December parce que c'est un film qui me laisse à la fois avec beaucoup de questions, qui me paraît assez passionnant à disserter, mais qui en même temps me laisse un peu dans une sorte de confusion. J'avoue que je vais avoir du mal à en parler de ce morceau de cinéma, mais c'est sûr qu'il a son importance par rapport aux différentes sorties qu'on a eues récemment. Maintenant, bon, May December, c'est un film qui va clairement pas plaire à tout le monde, qui va diviser, cliver, et ça m'étonne pas qu'il soit reparti bredouille du Festival de Cannes, parce que c'est un film qui, malgré son duo vraiment assez phénoménal entre Natalie Portman et Julianne Moore, et même Charles Melton, qui est lui vraiment excellentissime, et ben j'avoue que le film m'a à la fois vraiment plutôt passionné, plutôt hypnotisé, mais en même temps un peu laissé sur le côté, encore plus que la zone d'intérêt, je trouve. Parce que c'est un film qui est à la fois assez perturbant, assez je sais pas trop comment le dire sans trop en spoiler, même si bon le film, la bande-annonce va vous dire de quoi il est vraiment question. Mais c'est un film qui parle d'un mariage qu'il y a eu entre du coup Gracie et un enfant de 14 ans. Ils étaient en couple alors qu'elle avait la trentaine, la quarantaine, je ne sais plus. Et c'est intéressant du coup de voir en fait cette Todd Haynes venir un petit peu pervertir ce que d'ailleurs mon cinéma d'arrêt d'essai a très justement défini être la famille Ricoré. Vous savez, dans les pubs Ricoré, il y a toujours cette famille un peu bourgeoise qui vit dans de grandes maisons, bien proprettes sur elle. Et le film va un petit peu aller s'immiscer là-dedans avec comme personnage témoin de Natalie Portman. Et venir quelque peu pervertir ce lieu, venir un petit peu creuser qu'est-ce qu'il peut avoir de plus pas forcément je dirais pervers, mais en tout cas oui assez truculent, beaucoup moins lisse qu'escompté. Et le film a plutôt tenu là-dessus, encore une fois par son duo que je trouve assez intéressant et qui va en plus jouer sur la question de l'acteur, parce que Natalie Portman vient pour son rôle, mais ne vient pas pour autre chose, par pure j'ai oublié le mot, mais par pure morbidité, curiosité morbide. Est-ce que c'est pas juste pour venir poser son grain de sel, remuer la presse à scandale justement? Est-ce qu'au contraire Julianne Moore n'est pas dans une sorte de est-elle aussi saine qu'elle semble le prétendre, parce que c'est un personnage qui a été diffamé, qui a été mis dans la boue, mais qui semble aujourd'hui avoir un peu fait la paix, qui semble avoir trouvé un équilibre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'elle n'est pas aussi, par exemple, si elle ne serait pas aussi manipulatrice, au contraire elle est victime? Tout ça c'est vraiment intéressant, ça donne du coup une sorte d'atmosphère assez dérangeante, sans pour autant être comme les Chambres Rouges, assez pas forcément putassier, mais en étant dans l'indicible, dans l'invisible. C'est un film qui je pense pourrait être considéré comme un peu dans l'entre-soi, pas très intéressant, mais par un public qui prend peut-être tout au premier degré, ou du moins qui prendrait tout qui serait pas peut-être d'aller chercher ce qui rend le film peut-être un peu plus intéressant dans son fond. Et en vrai je comprends un petit peu la démarche. Maintenant, après, il faut quand même avouer que c'est considéré, c'est genré comme une comédie dramatique. Alors autant drame je vois, comédie j'avoue que j'ai un peu du mal à saisir, même si le film joue parfois beaucoup dans l'ironie. Il y a certaines scènes qui sont assez drôles, à la fois dans, on va dire, les situations, mais j'ai souvent l'impression de rire jaune en fait par rapport à ce que décrit le film, par rapport à ce qu'il raconte, et notamment un détail qui m'a pas mal vraiment eu, c'est que Charles Melton a vraiment l'air d'avoir la même gueule, le même âge que tous ses gosses, parce que c'est ses gosses, mais vraiment ils ont l'air d'avoir la même gueule, le même âge. C'est extrêmement troublant dès lors, et ça vient pervertir encore une fois cette un peu bourgeoisie américaine, même juste les dogmes un petit peu américains, les mœurs américaines, un petit peu comme Poor Things finalement. Maintenant, j'avoue que j'ai pas non plus été passionné par tout le film, mais
j'ai vraiment été aussi touché par plusieurs choses. Déjà sa musique, et notamment vous avez dû l'entendre, cette espèce de recomposition du thème de Faites entrer l'accusé, moi qui, vous l'avez compris avec le nom, hein, qui est plus ou moins... qui est plus ou moins justifié. C'est un film qui va aller décortiquer une figure controversée, qui va le faire avec un tantinet, pas forcément d'humour, mais je trouve en tout cas de sel, de zèle, et d'ironie, je pense, plus que de l'entrée l'accusé, mais la référence est là, je pense, en tout cas ça a été conscientisé, mais sinon je trouve que ça donne quelque chose de faussement perturbant en fait. C'est peut-être le vrai côté un peu plus soap opéra, et qui vient évidemment créer du contraste avec la vie de cette famille américaine et le quotidien de Elizabeth, donc le personnage de Nathalie Portman, qui surtout dans sa finalité nous fait vraiment dire ah ouais, tout ça pour ça en fait, tout ça pour un bête vous verrez. Mais non, j'ai été vraiment pris par le film, surtout par sa mise en scène. Alors autant sa photographie extrêmement granulée, encore plus que dans Iron Claw, et qui laisse en trouver une photographie très lumineuse, vraiment assez chouette, qui respire bon, encore une fois, le Ricoré, la famille Ricoré, avec la lumière qui on peut entreapercevoir dans la maison, voilà, dans cet espace très lumineux, très... encore une fois, très léché, vraiment faussement idyllique. Et puis à côté, donc du coup, la mise en scène qui va user de nombreux longs plans. Il y a notamment une scène vraiment assez impressionnante où on a Nathalie Portman en contre-plongée qui récite son texte pendant 3 minutes. C'est assez perturbant et en même temps assez hypnotisant là aussi. Et le film m'a du coup plutôt intéressé, mais j'avoue que je ne saurais pas trop dire plus de choses à part ça. Le film m'a en fait peut-être pas forcément laissé sur le bas-côté, mais après l'avoir vu, j'avoue qu'il m'est un peu sorti de la tête, que j'ai pas forcément tous les mots pour en parler vraiment bien. Et du coup, je vais peut-être en rester là pour May December, qui reste quand même un film que je vous conseille de voir, qui a de vraies qualités de cinéma, mais qui pour ma part est plutôt handicapé par pas forcément son côté vain, mais son côté assez inextricable. C'est un film que je pense que j'aimerais bien revoir, et qui risque de quand même rester un petit peu dans ma mémoire, qui m'a quand même un petit peu obsédé, mais qui mais peut-être un petit peu trop pas forcément sage, mais qui est juste là, voilà, qui est là, qui te laisse rentrer dans le train ou pas, mais qui dans tous les cas va avancer coûte que coûte. Moi personnellement, je vais arrêter d'en parler parce que je sens que je commence un petit peu à dire n'importe quoi, ou du moins un petit peu être évasif. Mais si vous voulez voir un grand duel d'actrices, un metteur en scène réussir à utiliser des concepts assez simples, à les détourner, encore une fois, la mise en scène n'est pas forcément extrêmement clinquante, mais la manière d'allonger les plans, de jouer avec le montage, les superpositions de personnages donc qui se créent avec le montage, qui devient assez significatif. Il y a en même temps la perversité du film qui devient de plus en plus... le film n'est pas forcément malsain, mais vraiment assez... peut-être malsain, c'est peut-être le mot. Je pensais plutôt à morbide. C'est pas forcément un film qui va attiser notre curiosité, qui va nous demander jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour incarner un personnage, jusqu'où ce personnage est capable d'aller aussi, et à quel point est-ce que on est entre, encore une fois, la manipulation et la sincérité, entre la fiction et la réalité finalement. Et donc voilà, May December, c'est un film qui me fait cogiter, que je vous laisserai découvrir en salle, parce qu'il est actuellement en salle, un petit peu comme le prochain film de cette émission, parce que vous l'attendez sûrement, c'est un petit peu le canard noir de ce groupe, le film qui peut sembler assez étrange à mettre parmi tous les autres, le nouveau film de Yvan Attal, j'ai nommé Un coup de dé. Tu sais, c'est à cause de lui. T'étais où? Tu la connaissais? Tu crois pas que tu me dois une explication? Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau. À qui t'as parlé? Je ne sais plus qui a dit. L'improbable a toutes les chances de se produire. Un
Un coup de dé, le nouveau film d'Yvan Attal, après notamment Les Choses Humaines ou Le Brio, racontant l'histoire de Mathieu qui doit tout à son ami Vincent, sa maison, son travail, même de lui avoir sauvé la vie il y a 10 ans. Ils forment avec leur compagne un quatuor inséparable et vivent une vie sans nuages sur la Côte d'Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l'épreuve lorsqu'il découvre que Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s'installe au cœur des deux couples, accompagnés de son cortège de lâcheté, de mensonges et de culpabilité. Avec le formidable quatuor Yvan Attal, Guillaume Canet, Maëwan et Marie-Josée Croze, qu'est-ce que j'ai pu penser de Un coup de dé? Alors, au vu du titre du podcast, c'est la perche sanguine, vous devez peut-être parfois vous demander où sont les films qui font saigner, voilà, où sont les films où on, justement, comme le dit ce magnifique petit texte que nous chassons, voilà, avant de les étriper vivants, et ben, en voilà un. Parce que bon, en vrai, je vais être honnête, j'ai utilisé ça un petit peu de manière... ce texte et ce titre, c'était une manière un petit peu d'abattre le public, hein. Mais j'avoue que j'étais pas forcément chaud, je suis pas toujours chaud pour défoncer des mauvais films, des films qui ont pas forcément beaucoup d'intérêt, des films auxquels j'ai pas forcément beaucoup à dire. Déjà que là, vous voyez que je suis pas forcément à ma grande forme. Et surtout, en fait, c'est parce que je préfère prendre mon temps pour vous recommander des films que ne pas en mettre en avant des merdes. Mais là, on est dans un cas particulier où c'est tellement gros que je préfère, mais largement, agir. Parce que bon, ça devient grave. Mais vraiment, ça devient assez grave. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut financer, produire, réaliser, monter et même distribuer, pourquoi pas, un tel film. Bon, je sais pourquoi, parce qu'il y a Yvan Attal à la réalisation et au casting, parce qu'il y a Guillaume Canet et que ça fait vendre, et que parce que Maëwan aussi apparemment. Évidemment, on réfléchit pas comme ça. Un coup de dé, c'est un film qui fait partie de cette longue liste de films français qui ne servent qu'à remplir les catalogues d'M6, pour le vendredi soir, voilà, à Noël, je sais pas. C'est des films qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est des films qui ne sont là que pour créer une intrigue faussement... avec un faux suspense, qui sont là pour être faussement intéressantes, ambiguës, malsaines, ou je sais pas quoi. C'est des films d'une vacuité, mais sans nom. Sans nom, c'est des films qui sont tristement mauvais, qui, même s'ils se rapprochent là pour le coup assez du nanar pour que ça soit drôle, mais mine de rien, c'est juste triste comme film, c'est assez nul. Et alors, les retours étaient mauvais, mais je voulais vérifier quand même. Parce que Yvan Attal avait réussi avec Les Choses Humaines à quand même mettre ses talents de metteur en scène en avant. C'est un film assez intéressant et surtout vraiment passionnant, plutôt réussi, qui réussissait à faire le plan séquence de manière assez admirable. Et son propos sur l'ambiguïté, sur le procès, la question du procès, vraiment forte. Moi, c'est un film qui m'avait bien plu, et avec une troupe d'acteurs assez intense. Là, c'est tout l'inverse. Et je me suis dit, en fait, quand j'ai vu ce film, d'accord, on a donné 6 millions, parce que le film a coûté 6 millions en plus, quelle horreur, à ces mecs pour passer des vacances à Marseille, et ils nous ont sorti un film. Je vois pas d'autre... Je vois rien d'autre, parce que vraiment, il passe un trop bon moment, et le film passe son temps à voir Yvan Attal nous raconter sa vie de bourgeois qui vit dans une grande maison avec sa femme, avec son Vincent, voilà, Guillaume Canet. Ils passent des bons moments, ils parlent de leurs vacances à Rio, voilà, c'est cool et tout. Et puis, oh, mon Dieu, en fait, Vincent, il trompe sa femme. Et là, le film va commencer à s'enclencher une sorte de triangle amoureux, mais d'une bêtise et d'une vacuité sans nom. Ça a été vu 1000 fois. Ça m'a pas mal fait penser notamment au film Les Apparences de Marc Fitoussi, dont je cite pour la 3e fois le film Les Cyclades finalement, mais qui était là aussi un film d'un désuet mais total, une sorte de sous-chabrol, mais d'un inintérêt confondant, et qui par-dessus tout était, moi je trouve, assez drôle. Voilà, c'est un film assez drôle, hein, assez bon, qui je pense n'est pas forcément trop au premier degré. Là, le problème, c'est que c'est un film qui se prend totalement au premier degré, à commencer par sa scène d'intro, mais d'une
oh là là, mais d'une bêtise sans nom, avec cette voix off, mais mon Dieu, cette voix off de l'enfer, quoi, où t'as Yvan Attal qui te raconte tout le scénario, tous ses états d'âme, qui est incapable de filmer la moindre chose, qui semble presque décidé à exploiter la moindre minute pour que le film dure le moins longtemps possible. Et heureusement, bordel, parce que qu'est-ce qu'on se fait chier au sein de ces 1h25, c'est terrible, vraiment c'est terrible. Et ouais, non, vraiment, je trouve le film totalement désuet. Il utilise tous les artifices du petit thriller polar, voilà, du samedi matin sur M6. C'est confondant de bêtises, et d'autant plus, encore une fois, pour un metteur en scène qui a su prouver son talent. Je trouve ça désespérant de médiocrité, et en réalité, je pense, m'amuser sur le film à dire tout et n'importe quoi, mais je me retrouve même juste à dire des trucs assez basiques au final, à vous dire que ça joue mais d'une mollesse, l'acting est vraiment désespérant, quoi. Personne semble décider à bien jouer, tout le monde sort son texte sans le moindre intérêt. À la limite, t'as des gens qui essaient de se la jouer, voilà, encore une fois, un petit peu César, Oscar, genre par exemple le personnage au début là, qui braque un flingue sur la famille, ou encore Guillaume Canet quand il s'énerve. Voilà, tout ça c'est très très drôle. Maintenant, bon, le problème c'est que le reste du film est juste terrible. La voix off de Yvan Attal, mais je pense que le mec il a dû faire ça en une fois, en mode bas les couilles. C'est triste, mais qu'est-ce que c'est triste. Et puis les enjeux, quoi. Oh, les enjeux, mais ils sont inexistants pendant la moitié du film. Après il se réveille avec du coup le meurtre, ou du moins non pas le meurtre, mais l'accident qui est maquillé en meurtre de la gamine. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. Oh là là, parce que ça sert à rien en fait. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que le film a quand même plus qu'un bon sujet, un bon potentiel. C'est qu'il te dit plus ou moins de manière assez appuyée que à un moment, ton personnage de Yvan Attal a trop de chance. Et le truc c'est qu'il a de la chance parce qu'il devrait être inculpé pour meurtre, mais il le fait, mais il ne l'est pas parce qu'il a eu de la chance. Et pourtant, parce qu'il a de la chance, il s'enfonce. Et plus il s'enfonce, plus il s'enfonce et ça devient la merde. Et je trouve ça intéressant, mais c'est jamais exploité. C'est toujours une manière, on va dire, de justifier le déroulement d'un thriller paresseux qui est d'un conformisme, d'une banalité affligeante. Il n'y a rien qui sorte du lot dans ce film, à part maintenant cette idée qui n'est même pas exploitée jusqu'au bout, qui est juste l'affaire d'une pauvre séquence, d'une pauvre voix off. Oh, c'est trop nul, c'est vraiment nul. Je souffre que c'était mise en scène parce que au moins Yvan Attal semble un peu s'amuser à l'image. Il y a 2-3 idées de composition, des plans qui durent, qui savent quand même offrir des moments plutôt bien mis en scène, mais c'est tellement rare et surtout c'est tellement mauvais dans sa globalité, c'est juste médiocre. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. C'est un film profondément médiocre, profondément raté, qui ne réussit rien. C'est nul de bout en bout et ça me déçoit de la part d'Yvan Attal qui encore une fois avait réussi à s'emparer d'un sujet assez fort avec les choses humaines et qui là semble juste nous raconter ces putains de vacances, qui ne réussit jamais à prendre en main la question du thriller qui offre 1h25 de vide et de médiocrité complète, totale. C'est nul. Et vraiment, en plus, là où le film il me désespère, c'est qu'il y a des fautes de cinéma, mais qui sont complètement indigentes. Et là on n'est même pas dans la question de ouais, non mais il est connu, donc ils l'ont laissé financer son film comme il veut. Là, on est à un niveau, mais juste d'incompétence. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça ? Notamment, moi, quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est la manière que le film a utilisé la musique. Mais au secours ! À quel point c'est nul ! Mais qu'est-ce que c'est nul ! L'utilisation de la musique dans ce film, c'est pour appuyer, surligner ce qu'on voit déjà. C'est vraiment des thèmes sombres, mais oui, les thèmes de Dogman, mais au moins c'était vraiment plutôt beau et bien composé, parce que bon, Eric Serra, c'est pas n'importe quel compositeur. Là, c'est juste vain, c'est vraiment, la musique de Big December, mais utilisée sans, on va dire, pastiche, sans second degré, sans rien. C'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul, putain, qu'est-ce que c'est nul.
Ça me désespère. Vraiment, je suis désespéré par rapport à ce film, à quel point il n'y a rien qui va. Et surtout, moi, là où je suis mais atterré, c'est sur les fautes, on va dire, un peu plus plastiques. Parce que bon, vouloir surligner les thématiques ou alors l'ambiance de ton film, la lourdeur de ton film, voilà. Avoir Guillaume Canet qui joue mal un mec bourré, ça suffit pas. Il faut absolument un truc qui fasse vroom, vroom, vroom. Voilà, bon, c'est super tout ça, ça on adore. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Bah oui, on peut aller encore plus loin. Il y a des problèmes de montage dans ce film, mais qui n'ont aucun sens. C'est des trucs qui me sortent complètement du film. Il y a des problèmes d'écriture dans tous les sens, des personnages qui ne sont jamais développés, qui servent même pas le scénario, qui sont juste là pour, je sais pas, être là, c'est nul, le personnage n'arrive même pas à avoir un but. Je vous ai parlé tout à l'heure dans La Grâce que c'est un film qui décidait de pas trop aller suivre les conventions d'écriture, et en fait le problème c'est que La Grâce était maîtrisée, c'était pour quand même servir un propos intéressant. Là le problème c'est que Yvon Attal, mais il déjoue quasiment tous les conventions d'écriture. C'est un film mais ultra mal écrit, où le but du personnage n'est jamais clairement on comprend à moitié. C'est toujours vraiment très c'est toujours très vain, on se fait toujours un peu chier, les enjeux sont jamais vraiment intéressants, sont jamais vraiment appuyés, sont toujours là, on se fait chier devant ce film. Et c'est quand même assez grave qu'un metteur en scène de cette manière, mais c'est même pas comment écrire ces personnages, c'est juste les faire agir là, comme ça, et tout. Et même la fin du film, je pense qu'on a trouvé encore plus abrupt et nul que La Tour. Parce que La Tour, au moins, il y avait une intention. Là, c'est nul. Mais là, c'est nul, c'est vraiment... je sais pas comment finir le film, on avait plus de temps, voilà. Et il est là, il est assis, et puis bonsoir. Oh là là, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas finir comme ça, tu peux pas laisser tous ces personnages, mais juste sans rien, quoi. T'en avais juste rien à foutre. C'est un film là qui n'en a rien à foutre, et je sais pas pourquoi j'en parle en fait, mais à part pour vous dire que c'est grave. Que ce genre de film déjà soit premier du box-office, c'est assez grave. Et surtout, c'est grave qu'on continue de mettre en avant le genre de film. C'est grave que ce genre de film réussisse à faire autant de vues. C'est grave que ce genre de film réussisse à être aussi médiatiquement mis en avant. Je suis vraiment atterré par la bêtise de Un coup de dé, qui a quand même pour lui de se rapprocher un minimum du nanar de par ses dialogues, mais d'une bêtise encore une fois abyssale. Et surtout tous ces problèmes techniques, tous ces problèmes d'écriture, tout ce qui fait que le film est juste un prétexte au pognon. Et moi, c'est le genre de choses qui commencent à me saouler. Du coup, voilà, n'allez pas le voir vraiment. En bref, c'est pas non plus aussi abyssal qu'Astérix, l'Empereur du Milieu, mais pour moi, c'est vraiment un film mais nul. C'est vraiment nul à chier, il n'y a rien qui en ressort. Ça ne devrait pas exister et je ne vous le recommande vraiment pas. Voilà pour ce Un coup de dé qui est, comme je l'ai dit, pas une déception parce que bon, je voyais dans la bande-annonce que ce serait pas un chef-d'œuvre, mais qui est pour moi un pur foutage de gueule, un film qui n'a pour lui que quelques images et son côté un peu nanar, mine de rien. C'est un film à enterrer, à ne plus jamais ressortir, qui j'espère ne sera pas sera oublié le plus vite possible. Non, c'est une catastrophe à tous les niveaux et j'espère que personne ne le subira plus. Enfin, c'est nul, c'est vraiment nul. Bon, on va passer à un film qui est quand même bien meilleur, un film sur lequel il y a plus de choses intéressantes à dire, un film qui est moins faussement grave et sentencieux, un film vraiment bon, un vrai bon film, un film qui pour le coup m'a vraiment plu et qui sort cette semaine, que je vais vous conseiller tout de suite et qui se nomme Green Border. $300 now. What is it? We're in Poland! We're in Europe! We made it! Sir? Water? Green Border est le nouveau film d'Agnieszka Holland, ô combien importante réalisatrice polonaise contemporaine, qui a notamment accouché il y a peu de temps de L'ombre de Staline,
et qui nous revient cette fois-ci avec un nouveau film. Il a remporté, si je ne dis pas de bêtises, le prix spécial du jury au dernier festival de Venise. Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. À la frontière entre le Bélarus et la Pologne, synonyme d'entrée dans l'Europe, ils se retrouvent embourbés dans des dizaines d'autres familles, dans une zone marécageuse, à la merci de militaires aux méthodes violentes. Ils réalisent peu à peu qu'ils sont les otages malgré eux d'une situation qui les dépasse, où chacun, garde-frontière, activiste, humanitaire, population locale, tente de jouer sa partition. Alors, je vais parler de ce film que j'ai découvert là maintenant, donc je vais parler à chaud, même si j'ai eu un peu le temps de décanter mon avis. J'espère que ce sera pas forcément trop évasif, trop lunaire ce que je vais dire, mais voilà, je vais essayer quand même de bien parler sur Green Border parce que c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché et qui a un potentiel, mine de rien, assez intéressant, je pense, en termes d'audience. C'est un film qui risque d'en toucher beaucoup et c'est un film qui risque ouais, à la fois, on va dire, sur des questions juste émotionnelles, hein. C'est un film qui est assez crève-cœur et en même temps, sur des questions de cinéma, je pense que c'est une petite claque et même une découverte, hein, parce que Agnieszka Holland, j'avais rien vu d'elle et j'avoue que ça me donnait à moitié envie, mais je me suis dit, bon, on va tenter. Et le résultat fut vraiment assez concluant, donc je vous recommanderais le visionnage, mais plus que de dire ça, je vais vous parler un petit peu de Green Border. Donc. Que dire sur ce film en noir et blanc, qui, bon, évidemment, peut faire un petit peu peur dit comme ça, un film de 2h30, en quasi huis clos dans cette forêt très marécageuse, assez hostile, mine de rien. Un film politique, un film choc. Qu'est-ce que ça peut donner ? Ça donne pas un chef-d'œuvre, mais pour moi une continuité assez logique et en même temps encore plus forte, encore plus frappante de Io Capitano, dont je vous avais parlé la dernière fois, hein, le film de Matteo Garrone, qui lui s'est arrêté là où Green Border commence et qui montre que c'est toujours autant l'enfer. Voilà, c'est un film qui nous montre un enfer qui est à deux pas, hein, parce que Io Capitano, Moi Capitaine, c'est un film qui parle de la situation en Afrique. Voilà, c'est un film que certains pourront dire assez exotique, hein, mais là, pour le coup, Green Border, c'est un film qui parle de notre pays, ou du moins de notre Union Européenne. C'est un film qui s'inscrit dans des logiques extrêmement contemporaines, parce que là où Moi Capitaine se place dans le giron des migrations, de la vague migratoire apparue depuis 2014, ici Green Border place son contexte à fin 2021, autant dans son contexte très politique avec du coup ce bras de fer entre les politiciens polonais et biélorusses, en même temps aussi toute la question, alors qui est très très effacée, mais qu'on comprend dans le contexte par les masques du Covid, évidemment, et qui a en partie joué, même si pour le coup c'est pas réellement un enjeu ni quelque chose qui intéresse réellement la caméra de Agnieszka Holland, je pense. Et c'est un film qui nous raconte dès aujourd'hui un événement qui, je pense, sera assez marquant dans l'histoire, avec un grand H. Autant, on va dire, au sein de l'histoire déjà en elle-même du flux migratoire qui, qu'on le veuille ou non, va avoir des conséquences pour les décennies à venir. Et Green Border, c'est un film, je vais utiliser un vocabulaire que j'aime pas trop, mais c'est une histoire un petit peu aussi clashée, hein, parce qu'on aime bien ça, clasher. On a clashé à Yvon Attal, et maintenant on va continuer de clasher des gens. C'est un film important, c'est un film utile, c'est un film sur un sujet fort, et c'est un film courageux. Voilà. Réalisatrice courageuse, Agnieszka Holland, parce que, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, le gouvernement polonais a décrété que cette dernière était du même niveau que Leni Riefenstahl, qui faisait du coup des films, ceux qui ne savent pas, Leni Riefenstahl, de propagande nazie, voilà, pour Hitler, et qui montrait les Polonais comme des méchants, hein, évidemment. Et moi personnellement, ça me fait quand même pas mal rire aussi, parce que ils ont commencé à dire qu'en fait là c'était du Leni Riefenstahl, mais pour Poutine, Poutine, Hitler, c'est pas vraiment que c'est des logiques, pas forcément des logiques, non, disons plutôt des on parle de quelque chose de très totalitaire, au contraire de communisme, même si la Russie est communiste, ça n'a pas vraiment de sens.
je sais pas trop quoi vous dire en fait sur le contexte, si ce n'est vous dire que ça a été très très chaud pour Agnieszka Holland, mais que elle a plus ou moins marqué son public en Pologne, et que le film Green Border il apparaît quand même assez virulent. Je vais en parler juste après sur les personnages, mais Green Border c'est pas un film tellement manichéen, contrairement à ce que j'avais un peu peur de voir. Disons que c'est un film qui place tous ces personnages comme des victimes et qui accuse avant tout le gouvernement polonais, qui n'est jamais réellement représenté en réalité. Mais tous les personnages qu'elle va nous montrer, elle le fait d'une manière moi, que j'aime beaucoup, en créant un semi-film choral en 4 chapitres où plusieurs personnages vont avoir une importance capitale à certains moments donnés, vont se croiser, vont se recroiser, et sans montrer réellement de gouvernement, de décision politique, en montrant des personnages agir en fonction du clivage politique, en fonction de... pas forcément même de leurs intérêts, mais juste de la propagande même qui est nommée, parce qu'on dit de ces Polonais, non, de ces immigrés qui arrivent, que c'est des balles réelles, que c'est des armes utilisées par les Biélorusses, que c'est utilisé pour nous envahir. Et d'ailleurs j'aime beaucoup aussi la pique qu'elle fait, Agnieszka Holland à la fin, parce qu'elle met en comparatif le nombre de réfugiés ukrainiens qui a été accueilli par les Polonais, et c'est vrai que ça fait un petit peu grincer des dents mine de rien. Et Green Border, je vais y arriver en fait, au-delà de sa capacité d'écriture, moi que je trouve assez intéressante, je trouve que c'est un vrai film choc. Et je dirais même, c'est le genre de film social qui peut faire peur sur le papier, mais qui se rapproche du cinéma d'horreur. Ou du moins, pas vraiment du cinéma d'horreur, parce que c'est aussi, je pense, un sous-genre lié au cinéma d'action, au thriller, mais c'est quasiment un survival en réalité, qui encore une fois penche du côté du cinéma choral. C'est un film où on admire des personnages qui n'essaient pas forcément de survivre, mais qui en tout cas essayent de se faire leur place dans tout ce rouage, donc du coup la metteuse en scène nous met plus ou moins le nez dedans. Et en même temps, c'est un film, quand on suit les réfugiés, qui est digne des survival, où on doit échapper à la fois, on va dire, aux dangers liés aux conditions extrêmement précaires, et j'ai même envie de dire quasiment désolantes, et où, à côté de ça, on va en fait essayer de survivre, essayer d'accomplir notre objectif qui paraissait achevé, et c'est pas pour rien que moi, Capitaine, du coup, s'arrêtait sur là où Green Border commence, parce que pour beaucoup de ces immigrés, le film commence là où ils pensent que tout va s'arrêter, là où ils pensent avoir fini, avoir réussi leur trajet, et c'est assez... et le début est quand même assez crève-cœur. Il y a quand même, je pense, une pointe d'ironie de la part d'Agnieszka Holland, qui au-delà de mettre en scène ces différents personnages et de nous les présenter, de nous présenter un petit peu leur personnalité, de nous présenter même, j'ai envie de dire, pas forcément j'ai envie de dire leur capacité, c'est un mot qui fait plus appel à Pokémon qu'à Green Border, mais... Par exemple, des personnages qu'on comprend parler anglais, on a un autre on a un grand frère qui martyrise un petit peu sa petite sœur, voilà, la famille, tout ça. Et ça permet vraiment de rentrer en empathie avec les personnages, et c'est ce qu'elle réussit à faire merveilleusement, Agnieszka Holland, c'est de vraiment nous faire rentrer en empathie avec tous les personnages, pour ensuite les broyer dans une machine complètement déshumanisée, liée à une joute politique pour donner mon grain de sel, d'une bêtise, moi, que je trouve assez insoutenable, et qui va en fait de plus en plus déshumaniser ces personnages qui sont laissés pour compte, qui sont laissés là comme des animaux dans la forêt, qui n'ont plus de quoi se laver, plus de quoi manger, plus de quoi vivre en fait, jusqu'à ne plus en fait pouvoir le supporter. Et c'est un film extrêmement dur à voir à ce niveau, c'est un film qui fait mal, c'est un film qui met ces personnages dans des situations extrêmement dures, et d'autant plus quand la metteuse en scène va réussir à dévier la trajectoire de certains, va réussir à en prendre, à nous faire croire, notamment il y en a une qu'on va croire pouvoir réussir à s'échapper, mais qui en réalité replonge immédiatement dans l'enfer, et là où je trouve que c'est extrêmement pertinent, c'est qu'on n'en entend plus jamais parler, et du coup il y a un moment où à force de revoir les personnages, à force d'être dans ce contexte de précarité absolue, de désespoir total, où tout de même on a l'impression de voir s'avancer des choses par rapport à la venue d'un personnage ou d'un tel, là on ne la voit plus jamais, et ça accentue encore plus la terreur, l'horreur de la situation qu'Agnieszka Holland a réussi à filmer, et c'est d'autant plus fort que cette dernière apporte une mise en scène mais profondément coup de poing. C'est Green Border, un film moi qui m'a vraiment fait mal, qui évidemment utilise le noir et blanc de manière assez
assez la photographie est vraiment très belle. Bon, après c'est un peu comme pour La Grâce, dire que c'est du beau noir et blanc, ce serait totalement jurer sur les intentions du film et surtout sur le film en lui-même, sur ce qu'il raconte. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un noir et blanc qui est utilisé vraiment à propos, qui est un petit peu comme La Haine réussit à la fois à aller chercher ce côté vraiment de réel et par exemple de désespoir, hein, là où dans La Haine c'était quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus frontal. Ici c'était quand même quelque chose, je pense c'est aussi une manière de mettre en avant la déshumanisation progressive du coup des personnages, et c'est une des pistes que nous avait lancé Agnieszka Holland dans le débat qui a suivi Green Border. Et moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est du coup sa caméra, sa mise en scène qui encore plus que dans Mon Capitaine est à deux doigts du reportage. Donc déjà au-delà du fait que le film, malgré sa structure chorale, reste narrativement droit, c'est une ligne droite où on avance d'un point A à un point B, et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que au-delà de juste filmer des personnages qui viennent et qui passent, elle réussit à apporter quelque chose de vraiment coupant, de vraiment quelque chose d'immersif au film. Et il y a notamment des scènes de violence qui, sans pour autant user de sang ou on va dire d'actes vraiment barbares comme on avait dans Io Capitano, à des scènes vraiment très très dures émotionnellement, à la fois parce que évidemment elle déshumanise de plus en plus ce groupe de personnages qui devient en fait juste un groupe. Encore une fois, on est à deux doigts du qualificatif de balle réelle, et en même temps parce que évidemment la méthode en scène est quand même assez alerte de ce qui se passe, et elle décide, encore une fois, parce que son ennemi c'est pas forcément les policiers ou quoi, c'est plus le gouvernement, ou du moins c'est ce qu'elle veut, elle veut dénoncer ça au gouvernement, et elle décide d'être quand même, je pense, assez incisive, d'avoir une imagerie parfois plutôt provocante, hein, qu'on voit sur l'affiche notamment, où on a un enfant derrière des barbelés juste derrière, ce que du coup je sais être, parce que j'ai vu le film, un garde frontière, mais quand t'as pas vu le film, tu te dis c'est un mec armé, c'est quoi, c'est l'armée, c'est un policier, donc voilà, c'est assez intéressant. Et il y a notamment une scène où un personnage se fait jeter sur les barbelés, mais de manière complètement gratuite, et mais encore une fois avec une déshumanisation totale de la part des gardes frontières. Et je vais pas vous dire en quoi ce personnage est assez important, mais évidemment quand tu vois la scène, ça fait mal, ça fait extrêmement mal. Tu te dis qu'il y a une sorte de manque d'empathie totale, et qui il crée un sentiment de crève-cœur, mais en même temps, si je puis me permettre, ça permet aussi, dans le fond du film, de vraiment faire réagir, de créer une imagerie coup de poing, et qui vient vraiment appuyer le discours de Agnieszka Holland sur la merde actuelle qui se passe en Pologne et en Biélorussie. D'autant plus, on va dire, encore une fois, certaines situations qui sont juste totalement désespérées dans ce milieu, mais à la limite du supportable. C'est la forêt qui borde donc du coup la frontière, et qui est, comme je l'ai dit, le centre de ce huis clos à ciel ouvert. C'est un lieu mais totalement inhospitalier, dans lequel on a froid, il y a des marécages. C'est un endroit sale en fait, et c'est pas un film propre et sur soi, Green Border, malgré son noir et blanc un petit peu maculé, bien travaillé. Et le fait qu'encore une fois la mise en scène soit vraiment très efficace, notamment il y a des scènes en bagnole qui sont pour le coup assez nerveuses, et aussi à côté de ça des scènes vraiment immersives qui font à la fois très mal sans verser de sang, mais qui arrivent à être vraiment choquantes, ou du moins crève-cœur. Et là où le film m'a vraiment beaucoup séduit, c'est aussi au-delà encore une fois de son propos, mais que je trouve assez fort, assez coup de poing, c'est encore une fois sur l'écriture. Parce que après, moi personnellement, si j'avais quand même un reproche à faire, je trouve personnellement que le film est un peu trop attendu, mine de rien, dans son écriture. C'est un film qui est pour moi un peu plus convenu que Io Capitano, qui avait quand même, je trouve, une vraie idée d'écriture, avec ce personnage qui veut atteindre l'Italie, pas forcément pour des raisons de guerre, mais juste pour des raisons très adolescentes au final, de vie meilleure, un espoir de vie meilleure. Un personnage qui, du coup, si on veut être assez simple, du coup sous-développé, qui passer à l'âge adulte, là où dans Green Border c'est plus encore une fois des caractères de personnages assez simples, autour de la famille, autour encore une fois d'un garde frontière qu'on va suivre, et qui commence petit à petit à se résigner, à être dubitatif par rapport au travail qu'il fournit. Et non, vraiment c'est un film
c'est un vrai film coup de poing, c'est un vrai film déjà, comme je l'ai dit, qui est esthétiquement vraiment super intéressant, qui m'a beaucoup touché, même si pour le coup dans l'aspect mélo, il y a certains passages qui sont un peu forcés, mais je trouve que ça permet encore une fois de jouer cette imagerie provocante et sincèrement assez forte, assez puissante. Et puis à côté de ça, Green Border, c'est un film qui a encore une fois réussi à être utile, important, courageux sur un sujet très fort, mais sans pour autant délaisser le cinéma, avec de vraies envies de mise en scène, avec un propos acide qui est utilisé à profit pour augmenter le sentiment de crasse et de malaise devant une situation aussi désespérée, et qui dépeint une myriade de personnages qui arrivent tous à se côtoyer, à se lier, avec pas mal aussi d'idées, notamment l'utilisation, moi que j'aime beaucoup, un petit peu détournée du fond de footage, quand les militants, les activistes vont filmer ces personnes, et je trouve que l'utilisation qui en est faite est extrêmement maligne et bien à propos du film, à la fois dans ce contexte de déshumanisation, où notamment on va remontrer une vidéo de violence à un autre personnage en sachant quel est ce personnage, mais sans qu'on nous dise à la personne qui dit à la caméra, t'as vu ce personnage, on sait pas qui c'est, blablabla. Personnellement, je trouve le film très très fort. Pareil, une scène notamment où des personnages prennent un bain, et juste après il y a une autre scène où ils chantent, et on a une superposition de plans à poitrine de devant eux. Je vais pas trop spoiler, mais je pense que vous comprendrez en voyant le film. C'est une scène qui est assez troublante et qui est résolument qui prend résolument à la gorge. Et ce d'ailleurs jusque dans aussi deux éléments qui me semblent extrêmement importants. À la fois le jeu d'acteur qui est, je trouve, vraiment puissant. Qui a parfois un petit peu à voir avec ce côté mélo, moi que je déplore peut-être un petit peu, et qui participe un peu à rendre le film parfois assez prévisible et moins étouffant. Par contre, l'utilisation du son est magistrale et vraiment remarquable, et il y a d'excellentes idées sonores à la fois par rapport à la bande originale qui est plutôt qui est vraiment très émouvante, et qui est parfois aussi très dure à entendre, qui vient participer à ce sentiment d'enfermement et de désespoir, que tout l'aspect audio qui m'a pas mal fait penser notamment à Avant que les films s'éteignent, pour prendre encore une fois le film à polémique, oh mon dieu, qui utilisait là aussi le son, notamment dans les scènes de foule, dans les scènes vraiment de chaos complet, pour faire nous sentir mal. Et là je trouve que c'est encore mieux utilisé. Et encore une fois, un vrai sentiment de survival, de peur qui se dégage de Green Border, et qui rapproche quasiment le film d'un film d'horreur du quotidien. Non, Green Border, c'est un vrai coup de cœur, c'est un film coup de poing, c'est un film qui, je pense, j'espère un peu faire parler. Malheureusement, je vois déjà qu'il y a un petit peu des commentaires avant les fans de cette année, oh mon dieu, on parle encore des migrants, oh mon dieu, le cinéma de gauchiste et tout, oui, d'accord, mais on parlera un petit peu moins de ces gens-là quand je pense que ce genre d'événement fera l'histoire, parce que ce genre d'événement va faire l'histoire. C'est un événement pas forcément historique au sens premier du terme, comme, je sais pas, la chute du mur de Berlin, mais c'est un événement qui vient aussi, et c'est là où c'est intéressant, rebâtir la morale de l'Union européenne, mettre en difficulté tout l'idéal qu'est-il l'Union européenne, voir des politiques réussir à détourner cet idéal pour leur propre profit, la politique, l'avancement financier, et surtout en fait au final réussir à déshumaniser complètement des personnes vivantes, des personnes en détresse, des personnes qui semblaient avoir réussi à traverser l'enfer et qui continuent de vivre l'enfer. Green Border, c'est très fort, c'est très fort, c'est un film choc, un film coup de poing que vous pourrez découvrir dès le 7 février en salle. Je pense qu'il restera quand même dans une programmation assez à réessai, connaissant la metteuse en scène, mais du moins en voyant le film et la manière dont j'ai vu le film, je pense sincèrement que le film, parce qu'à part l'ombre de Staline, c'est pas une metteuse en scène qui a tant fait l'éloge ou du moins l'éloge qui a tant fait du bruit sur les multiplexes. Mais Green Border, non, c'est un très bon film. C'est un film qui, je pense, fera assez date entre le film de guerre, le survival, le thriller politique et le drame humain. Non, vraiment, bravo à la metteuse en scène, bravo à toute l'équipe du film, et bravo à vous
d'avoir fini l'épisode de ce podcast sur Green Border, sur sûrement, j'ai envie de dire, le meilleur film en plus de la sélection, avec Poor Things, mine de rien. On a eu une très très belle semaine, je vais pas redire ce qui sort, et surtout, en fait, je voulais vous remercier si vous êtes restés jusque-là, parce que c'est les 2 ans de la perche sanguine. Ça fait 2 ans que je vous bassine avec ce micro détestable, avec mes tics de langage, même si je me suis un peu amélioré, je pense, avec ces blancs détestables, avec cet argumentaire pas forcément au point. Et vous êtes sûrement là depuis 2 ans, ou du moins vous êtes peut-être abonné ou pas, je sais pas, je m'en fous, depuis quelques temps. Sachez que c'est dur, mine de rien, de sortir tout ça à chaque fois, d'essayer de faire en sorte de proposer des films à décortiquer, d'essayer de composer avec nos plannings assez chargés. C'est toujours dur. On ne fait pas beaucoup de vues. Mais en vrai, là, je dis ça m'affecte un petit peu. Mais en vrai, je m'en fous parce que quand je suis là, je suis content de vous parler. Je suis content quand même d'avoir des gens qui m'écoutent. Et même s'ils ne sont pas nombreux. Et non, vraiment, je suis assez content, du moins, personnellement, de mon évolution là-dessus. Maintenant, à voir si j'arriverai à passer la seconde cette année-là. En attendant, merci à vous d'être là. Sachez que j'en parlerai sûrement en barre d'infos, mais que j'organise des Perche Sanguine Awards comme l'année dernière. On va reparler des meilleurs films de l'année selon moi, de manière un peu plus moins convenue que ce qu'on a eu avec des tops et des flops. Et merci à vous. Allez voir des films et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.